De tout et de rien présente Histoire de tout, Histoire de rien. Votre émission d'histoire, présentée par Marc. Avec Mélissa et Cyril. Ce soir, la Nouvelle-Néerlande, les débuts du rêve américain. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez votre nouvelle émission d'histoire, Histoire de tout, Histoire de rien, l'émission qui vous parle de la petite histoire comme de la grande. Et aujourd'hui, nous avons notre binôme préféré en direct, Cyril, qui est avec moi. Comment ça va, Cyril ? Très bien, merci. Ben, je t'en prie. Ça fait plaisir de t'avoir, puisqu'aujourd'hui, on va surtout parler d'un sujet que tu connais extrêmement bien. Je suis absolument un expert. En la matière, exactement. D'ailleurs, tu seras là pour surveiller, pour être sûr qu'on dise pas trop de conneries, quoi. Corriger, c'est ça. Tu es l'érudit du groupe aujourd'hui, Cyril. C'est ça. Je suis le ponte. Et l'autre personne qui vient de s'exprimer, c'est Mélissa. Ça va, Mélissa ? Ça va et toi, Marc ? Ça va. Nouvelle intervention de ta part aujourd'hui. Je vous dis le sujet quand même. Deuxième intervention, ouais, tout à fait. Je crois que c'est la deuxième intervention. Bien vu. Donc deuxième intervention de ta part dans notre très cher podcast. C'est toujours un plaisir qui est partagé. Aujourd'hui, on va parler de la Nouvelle-Néerlande ou Nouvelle-Néderlande. Je fais un mixte entre le français et le néerlandais. C'est chiant à dire, mais en même temps, on peut pas non plus dire Nouvelle-Hollande parce que ça correspond, si je ne m'abuse, je crois, au territoire brésilien des Provinces-Unies. Donc, on est censé dire Néerlande ou Néderlande. C'est comme vous voulez. Et donc, du coup, je vais te laisser la parole, Mélissa, parce que tu nous as préparé un gros morceau sur le sujet sous la surveillance, bien évidemment, de Cyril. Oui, à l'œil, hein. Alors, je suis pas sûre d'avoir fait un gros sujet parce que c'est pas non plus mon domaine de compétence à la base, hein. En tout cas, j'ai des souvenirs vagues de l'université sur les Pays-Bas à l'époque moderne, mais grosso modo, on m'a chargé de réaliser un épisode justement sur la Nouvelle-Néderlande. Et le fait étant, c'est que en me penchant sur le sujet, je me suis dit, mais en fait, mince, c'est quoi déjà ? Pourquoi les Pays-Bas ? Pourquoi ils sont constitués comme ça ? Etc. Et donc, on revient forcément à faire un travail de contextualisation quand vous êtes un historien. Donc, nous voilà. Sachez que j'ai fait un plan en 3 parties. Voilà, c'est comme ça qu'on voit un peu la formation du genre quand même. J'ai fait un plan en 3 parties. Grosso modo, la première partie, c'est les Provinces-Unies espagnoles qui deviennent en fait les Provinces-Unies d'aujourd'hui et pourquoi ça s'appelle comme ça. La deuxième partie, c'est de la Nouvelle-Amsterdam à New York, j'ai décidé en tout cas de centrer la chronique pas sur toute la Nouvelle-Néderlande, parce qu'en fait c'est très grand, c'est plein de colonies. J'ai décidé de centrer sur une colonie en particulier, qui est limite en fait la plus connue aujourd'hui, hein, celle qui a donné naissance à New York. Et le dernier, j'ai choisi de faire un truc sur l'héritage néerlandais aujourd'hui. Oh, trop bien, voilà. super. Je me suis dit, mais en fait, il y a encore des trucs qui nous viennent de ces gens, et en fait, ça nous vient de ces gens. Alors, à savoir que la troisième partie, je l'ai décidé parce que j'ai mangé avec une collègue de boulot, et son chéri était néerlandais. D'un moment, on a discuté justement de l'héritage de son propre pays à travers le monde, et j'ai trouvé ça pertinent. T'as discuté avec cette personne, du coup, avec ce alors, il a discuté en anglais, j'ai compris ce qu'il a dit, moi je parlais en français, il comprenait ce que je disais, il répondait en anglais, c'était très rigolo. C'est ça qui est beau avec tant de qualité en une personne. C'est incroyable, mais comment fais-tu? Ça m'a fait beaucoup rire. Alors du coup, sachez que Marc et Cyril sont en train techniquement de regarder une carte que j'ai choisie. J'ai pas choisi la plus lisible parce que j'ai voulu prendre une carte justement du 18e qui explique qu'est-ce que c'est que les Pays-Bas espagnols. Donc je vais revenir en termes juste de contextualisation sur ce que c'est que les Pays-Bas espagnols, parce que bizarrement on se dit mais attendez, Pays-Bas espagnols, Pays-Bas et Espagne, c'est pas du tout le même endroit, non, quand même d'accord. C'est pas du tout. Et donc vu que c'est pas au même endroit, mais moi je me dis mais en fait pourquoi est-ce que les Pays-Bas appartenaient à la couronne d'Espagne ? Et donc je suis allée chercher parce que je ne savais pas. Et il semblerait que c'est à cause de Charles Quint. Voilà, tout part de Charles Quint. Oui. Donc, Charles Quint. Qui sont les aïeux de Charles Quint ? Revenons à la préhistoire. Exactement, revenons à la préhistoire. Alors, Charles Quint, c'est le fils de Jeanne la Folle, c'est l'héritière des rois catholiques d'Espagne, et son père, c'est Philippe le Beau, et lui, il est l'héritier de l'Empire germanique. Et donc, ils ont eu un enfant qui va donc cumuler les deux héritages. Et on va avancer un petit peu dans le temps, et il se trouve que Charles Quint, bien entendu, il a eu un fils. Et ce fils, je crois qu'il est très fameux, il s'appelle Philippe. C'est Philippe, ouais.
Ouais, c'est bon. La Grande Armada. Et Philippe II, lui, il a reçu les territoires de son père, parce que son père va abdiquer de mémoire, et vu qu'il va abdiquer, il va récupérer l'Espagne et les Provinces-Unies. Et les Provinces-Unies de l'époque, en fait, c'est pas juste la Hollande et l'Utrecht, ce que vous connaissez, c'est près de 17 provinces, et c'est ce que vous regardez sur la carte. Okay. Il y a les Provinces-Unies que nous on connaît, qui sont tout en haut de la carte, direction le nord, et toute là, vous allez voir, il y a une petite ligne un petit peu rouge, aussi, voilà. non, Ça va être tout ce qu'on appelle les Flandres en fait aujourd'hui, donc avec un bout de Belgique, etc. Voilà. Okay. Avec un bout du Luxembourg également. Donc en fait, les Provinces-Unies espagnoles sous Philippe II, bah c'est ça, c'est un ensemble de 17 provinces comtés qui sont cumulées et Pays-Bas espagnols parce que ça appartient encore en Espagne. Ok. Grosso modo, c'est ça. Alors, les Provinces-Unies, ils ont un problème, parce que les Provinces-Unies espagnoles ont un petit souci, c'est que Philippe II, il est un petit peu moins sympa que son papa, et Philippe II, lui, il ne parle pas un péco de néerlandais, il est pas du tout polyglotte comme son père, et surtout, lui, il a été élevé en Espagne, il ne parle presque que l'espagnol, et surtout, en Espagne, ils sont catholiques, et lui, c'est un très fervent catholique, et quand on pense aux Provinces-Unies, on fait pas catholique du tout. Il était bouddhiste. Charles Quint, ça avait parlé plusieurs langues. Charles Quint était polyglotte, je sais pas exactement toutes les langues qu'il parlait, mais je sais qu'il parlait l'allemand, il parlait le néerlandais, en tout cas l'allemand à l'époque. Ouais, parce qu'il est vraiment autricho-espagnol. Ouais, c'est ça. Et je crois même qu'il parlait, je sais pas s'il parlait, là je voudrais pas dire rien, mais ça se trouve, je me demande s'il parlait pas aussi le français. Bah, probablement la plupart il a conversé avec François Ier, donc voilà, c'est un roi qui était très polyglotte du fait que, bah, de toute façon, sa famille et puis son éducation de base. Ouais. Donc ils ont un souci. Eux ils sont catholiques. Là-bas au niveau des Provinces-Unies ils sont plutôt pas catholiques. On est plutôt des protestants, tout à fait. Alors ça c'est pour grosso modo, pour grossir le trait, mais on est quand même bien d'accord que il y a une partie en fait qui est protestante dans les Provinces-Unies espagnoles et une partie qui est plutôt catholique. Et au bout d'un moment il va y avoir d'autres problèmes. Donc il y a des problèmes de conflits religieux bien entendu. Et il y a des problèmes de pression fiscale. Ça me rappelle le contexte dans lequel on vit actuellement. C'est très rigolo. Les rois catholiques espagnols, s'ils veulent absolument garder la main mise sur les Provinces-Unies espagnoles, c'est parce que là-bas c'est un territoire qui est très riche en fait. Donc du coup bah ils prélèvent énormément de taxes, énormément d'impôts. J'essaie de trouver des chiffres pour vous montrer un peu le truc. Sous Charles Quint, il y a près d'un tiers des revenus annuels sous le règne de Charles Quint qui viennent en fait de Provinces-Unies. Okay. C'est une région qui est super dense aussi en termes de population, et à l'époque on est dans les années 1550, je te trouve un chiffre, il y a près de 50% des gens qui habitent en ville. Okay. Des années 1550. C'est énorme, alors qu'à l'époque, c'est très urbanisé, quoi. Très urbanisé. Ouais. Et c'est des gens qui vont avoir pas mal de fortune aussi. C'est des endroits où on fait fortune dans la métallurgie, dans le luxe, dans la draperie. Donc on est vraiment sur ça, c'est le protestantisme. Et puis c'est dans les tulipes, le fameux problème des tulipes qu'ils ont eu justement. Et grosso modo, alors j'ai pas voulu non plus trop parler très précisément dans le conflit, parce que le conflit entre les Provinces-Unies espagnoles et l'Espagne va durer plusieurs années, ça va être très compliqué, il y a plein de conflits d'intérêts dans les intérêts, c'est une guerre bien entendu, hein. Mais grosso modo je vous ai trouvé des dates. Alors à partir des années 1581, pour les grands fans d'histoire, on va avoir l'acte de La Haye qui grosso modo acte par écrit le fait que les Provinces-Unies veulent se désolidariser de la couronne d'Espagne pour tout ce qu'on vient de citer, les conflits religieux, la pression fiscale, et grosso modo c'est près de 80 ans en fait de guerre plus ou moins constante, de conflits qui vont se ranimer, repartir, et on va dans les années 1648 quand on fait l'histoire moderne, c'est très connu, et ça va être le traité de Münster où l'Espagne va reconnaître officiellement l'indépendance de ce qui est aujourd'hui les Provinces-Unies que nous on connaît. Donc les Provinces-Unies que nous on connaît, c'est notamment la Hollande, la Zélande, l'Utrecht, Geld, et c'est là que mon néerlandais va un petit peu vous outrer parce que je sais pas comment ça se prononce, Overijssel, Frise et Groningue. Je l'aurais pas dit comme ça, mais Groningue à la fin. Ouais, Groningue. Je sais pas comment. Moi, j'ai fait la prononciation à la française. On est bien d'accord. S'il y a des néerlandais parmi vous, des néerlandophones, ne me tuez pas. Ah oui, Groningue, ouais. J'arrive pas à te lire. J'ai une écriture de médecin, c'est terrible. Oui, c'est ça. Les Pays-Bas, à partir de là, enfin, même entre 1680 et 1648, ça va être un pays qui va se développer de plus en plus en fait, économiquement, notamment grâce aux ports. Tu parlais d'Anvers, c'est ça, c'est qu'en fait les ports des Pays-Bas sont super cotés, et c'est ça qui va faire que je vais essayer de vous montrer. Au niveau de la carte, t'as un port qui va être par là, et qu'en fait ce port qui est par là, c'est la porte d'entrée entre l'Atlantique, la mer Noire, et en fait toutes les denrées passent par là.
et surtout que toutes les denrées elles vont passer par là pour repartir dans la mer. Ok. Et toutes les denrées qui arrivent sur le territoire, c'est les mecs qui les... Oui, voilà, c'est un peu comme aujourd'hui avec les ports qui... Exactement. Ok, Et c'est pour ça qu'en fait c'est un pays qui est super riche, c'est parce que du coup ils Tout passe récupèrent par eux, les en taxes, tout passe par eux, donc c'est complètement logique que c'est un pays qui fait fortune. Et peut-être que vous connaissez que techniquement au XVIIe siècle, ce qui nous intéresse nous, Ouais. on appelle ça le siècle d'or hollandais. Ok. Je sais pas si c'est un truc qui vous parlait, mais moi je me souviens En tant que... qu'expert, oui. Mais c'est vrai que tu t'es né à Amsterdam, on le rappelle, Exactement, oui. Dans les tulipes. au XVIIe siècle d'ailleurs. C'est la fameuse renaissance hollandaise. C'est ça, c'est un peu la fameuse renaissance hollandaise, c'est le siècle d'or hollandais, en tout cas c'est comme ça en histoire qu'on en a parlé pendant super longtemps, et je me suis posé du coup la question, parce que je sais pourquoi c'est le siècle d'or, c'est parce que c'est un moment de leur histoire où ça a été les plus riches d'Europe, ça a été même les plus riches du monde, c'est à un moment donné, voilà, les villes se sont complètement densifiées. Et est-ce que c'est La parce richesse qu'ils ont arrêté de payer des taxes à l'Espagne? C'est ça, c'est aussi parce qu'ils ont arrêté de payer les taxes, c'est que ce sont, après ils ont arrêté de payer les taxes depuis un moment, du moment qu'ils avaient commencé à faire la guerre, en fait, une partie des grosses régions qui font les Provinces-Unies avaient arrêté de payer. Mais disons qu'il y a vraiment une espèce de classe moyenne là-bas qui se crée. Puis t'es au XVIIe siècle, donc une classe moyenne au XVIIe siècle, c'est un truc qui se veut nulle part en fait pratiquement en Europe. C'est une bourgeoisie. C'est ça, c'est la bourgeoisie que t'as un petit peu en France, que t'as dans les autres pays aussi européens, mais la petite bourgeoisie que nous on a en France, c'est pas la même que l'énorme bourgeoisie qu'ils ont là-bas en Provinces-Unies au XVIIe siècle, parce que c'est eux qui font tourner le pays en fait. On avait également une très grosse bourgeoisie en France. Quand on regarde tout de Bordeaux, de Nantes et tout ça, malgré tout avec le commerce des Indes, on peut dire, mais un cocorico quand même, hein. Non mais on a complètement raison. Ils étaient les plus riches, mais on était pas loin. Hein. C'est juste que la noblesse et l'aristocratie en France, elle prend. C'est pour ça qu'on a une révolution, c'est pour que la bourgeoisie. Alors que en fait, aux Provinces-Unies, avec les traités, etc., eux, ils ont encore une aristocratie. Mais vu qu'en fait, ils ont plus droit, et ben tu peux plus faire de l'anoblissement. Donc en fait, les nobles, petit à petit, ils vont faire des mariages avec les bourgeois, et donc la noblesse, en fait, elle se dilue au milieu de la bourgeoisie. Et il y en a de moins en moins. Mais d'ailleurs, il y a aussi une question de, je me permets, on digresse 5 secondes, mais c'est une question de religion aussi. Comme en France, ils ont viré tous les protestants, ça veut dire virer aussi une partie de la bourgeoisie, et donc du coup, se retirer une partie des richesses. C'est ce que Louis XIV n'avait pas prévu, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que généralement, quand tu commences à faire de la répression, les personnes qui peuvent se permettre, ou même celles qui ont trop peur, vont en effet partir. Et dans le cas des Huguenots français avec la répression de Louis XIV, et ben les Huguenots français qui sont partis, ceux qui avaient de l'argent et ceux qui avaient des idées. Donc les idées plus l'argent, ça crée quoi? Ça crée des entreprises. Quand tu vas aux Pays-Bas, où c'est un pays où tu peux entreprendre. En Suisse et en Angleterre, 3 pays où il y a de la thune. Il y a de la On vous a thune. pas dit, mais ça fait partie du MEDEF. Écoute, c'est une entrepreneuse, d'accord? Faut que tu traverses la rue, Cyril, pour trouver du boulot. Ben Arnaud l'attend dans sa voiture, là, juste après. Oh l'enfer, tuez-moi. Alors le siècle d'or, déjà de 1, moi je vous ai mis un tableau, vous allez voir, je suis une très grande fan de tableaux déjà de base. Je vous ai mis une vue d'Amsterdam, donc du XVIIe siècle, très joli, qui a été peint par Der Heyden. Apparemment il est très connu ce monsieur, mais je suis pas une très grande connaisseuse de la peinture néerlandaise. Et comme vous pouvez le constater sur la photo, là vous avez tout ce qui fait pratiquement les caractéristiques en fait d'Amsterdam encore aujourd'hui. Ces grandes maisons très bourgeoises, à côté des canaux, vous avez encore toutes les barques qui leur permettaient à l'époque d'être des grands moyens de communication. C'était presque les aussi dans la rue. En même temps, je lui ai dit de faire des blagues de temps en Ouais, temps, c'est ma faute. C'est pas grave, c'est pas grave. T'en as marre, la journée, on les voit au sniper, Moi, je me suis posé la question, comme tout historien de formation, d'où venait le mot siècle d'or. Est-ce que c'était les Néerlandais de l'époque qui s'étaient autoproclamés avec ce mot dans les archives, ce qui est très pertinent de se poser comme question. Bien sûr. Et il faut dire que ça n'existe pas. Le mot siècle d'or au XVIIe siècle n'existe pas, il ne ressort pas dans les archives, ce n'est pas du tout écrit, noté par les contemporains. C'est un mot qui apparaît, à votre avis, au 19e siècle. C'est ce que j'allais dire, mais c'est le 19e siècle, bien entendu. Comme à chaque fois. C'est un mot qui paraît a posteriori et qui va apparaître dans les textes officiels, qui sont donc pas utilisés par les contemporains. Et ça va apparaître au 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, il y a cette je recherche la grandeur de mon pays. Ouais. Voilà, c'est le 19e siècle, vous le savez bien. Et aujourd'hui, parce que je suis allée me renseigner, faut savoir quand même que le siècle néerlandais, le siècle d'or, comme on l'appelle, c'est un siècle d'or pour qui? Pour les Néerlandais, ouais, mais les Néerlandais, ils ont fait leur fortune à cause de qui et par rapport à quoi? Et quand tu vas lire leur histoire officielle, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, et l'État néerlandais a décidé qu'on ne pouvait plus dire, en tout cas dans leur pays, le siècle d'or. Ils préfèrent, eux, qu'on dise l'ère néerlandaise ou l'ère hollandaise, parce que pour eux, le mot siècle d'or, ça invisibilise toutes les maltraitances et les violences, en fait, et le fait que leur richesse venait de l'oppression des populations. Et ça, c'était super intéressant, parce que ils préfèrent dire ère hollandaise, c'est une vraie remise en cause, et c'est aussi un vrai truc de se dire, mais ouais, c'est ça, c'est siècle d'or pour qui? Parce qu'en fait, les Amérindiens, c'était pas leur siècle d'or à eux, le 7e siècle, le siècle d'or, ça existe pas pour eux. Donc c'est, voilà. Mais l'ère néerlandaise, qui se compare à une ère, quand même, c'est waouh.
l'ère Ça reste, hollandaise. il y a quand même des grosses chevilles Un level, toujours, quand même, hein. mais on a retiré le côté doré, tu vois. Bah, on en n'a même pas temps, l'ère de Louis XIV, au c'est- XVIIe siècle, c'est l'ère le des pays Lumières, le plus riche. Donc à un moment donné, Le siècle des Lumières, tu Oui. vois. Donc, même nous, on n'a pas mis l'air, alors que pourtant, on avait des dorures, quoi. Je veux dire. je suis allée voir sur leur site, ils préfèrent dire en tout cas ère hollandaise. Donc voilà, je trouvais que c'était déjà assez intéressant de l'évoquer parce que C'est assez intéressant aussi de il y a se une remettre en remise cause, fait, quand même. question. Vraiment, ils expliquent que leur richesse vient de l'esclavage, ça vient de la violence coloniale, ça vient de l'exploitation, ça vient de l'oppression de nombreuses populations. Donc voilà, c'est quand même super. Il y a une volonté du pays lui-même d'essayer de pas glorifier quelque chose qui en soi est pas super, quoi. Alors, grosso modo, c'est quoi qui a fait ce siècle en fait néerlandais, cette ère hollandaise? On en a parlé un tout petit peu, et je vous ai fait des petits points. Alors, il y a une économie qui est complètement florissante, ils ont une expansion culturelle qui est complètement impressionnante et qui se voit notamment grâce aux peintures. Okay. Vous allez avoir une expansion territoriale aussi. Il y a recensé dans les archives pas moins de 500 riches marchands à Amsterdam. Plutôt délirant le truc. Tu vas avoir des peintres qui vont peindre énormément, genre pas moins de 1500 tableaux dans leur quotidien de peintre sur une carrière. C'est quand même Et d'ailleurs, complètement la gigantesque. Renaissance, elle atteint quand, la Hollande? Parce que c'est pas les mêmes dates que pour l'Italie. Alors c'est pas exactement les mêmes dates, ouais. C'est pas Après, vers cette époque-là. c'est un chouille plus tardif, mais le fait étant, de ce que j'ai lu, il y a aussi quoi qui se passe, c'est pas t'as la Renaissance italienne et la Renaissance flamande et néerlandaise, c'est quand même des renaissances qui vont se collisionner parce que Oui. du nord au sud, etc. Parce que l'Italie étant le voyage à faire à l'époque pour pouvoir se cultiver, donc t'as énormément de peintres en fait néerlandais qui vont aller en Italie pour se former, et d'ailleurs tu le vois sur certains tableaux que là j'ai pas mis, hein, mais il y en a qui ont été formés à l'école Caravage, et donc tu reviennent en Nouvelle-Zélande, leur cadrage, les couleurs, les scènes de la vie du quotidien qui montrent, c'est exactement ça. Tu vois que l'Italie a complètement influencé leur manière Leur de faire. même si après il y a un mixte, hein, c'est pas complètement que italien, hein, mais ça se voit qu'il y a vraiment un mixte, et c'est aussi une puissance qui est complètement commerciale, hein, et c'était la plus grande flotte à l'époque avec les Anglais qui battaient des culs, quoi. Les si Français, la- les Français, ils avaient déjà eu leur rénovation de l'Armada aussi, hein, avec tous nos navires de 64 canons. En vrai, on avait des gros bateaux. Je sais que les Français avaient des gros bateaux, On a mais des gros bateaux. les archives expliquent que, en tout cas les historiens expliquent que la plus grande puissance du XVIIe siècle maritime, c'est les Néerlandais. T'as Ils beaucoup ont, de piraterie. Alors, parce que je vais me permettre de faire ma propre Vas-y. pub. J'avais fait une chronique sur la naissance du capitalisme et liée aux Provinces-Unies. Et t'as une très forte hausse au niveau de la piraterie des corsaires néerlandais ou anglais qui sévissent. Donc t'as une bonne partie de la flotte qui est pas forcément une flotte qui est officielle, entre guillemets, mais beaucoup de marins et de marchands qui bossent pour les Provinces-Unies et qui, justement, vont participer à la destruction progressivement de l'armée et de l'économie espagnole. À ce moment-là, la France ayant aussi, je pense, je m'y connais moins, en train de monter sa propre flotte, mais le duel dans l'Atlantique et pour ce qui est des colonies, elle se fait plutôt Provinces-Unies et Angleterre, donc protestants, contre catholiques. Et une fois qu'ils en auront fini avec l'Espagne, on verra ça après, mais ils vont commencer à se taper entre eux et on sait qui a gagné au final. Mais après, le rôle de la France dans tout ça, moi je le connais pas spécialement, je pense que c'est une super flotte. Très Très avec des gros canons. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail de sap d'économie via de la piraterie, essentiellement. Oui, parce que je sais qu'il y avait des témoignages de pays asiatiques où ils disaient que leur plus grande crainte, leur plus grand adversaire, c'était la France, même dans le Pacifique. Ok. Alors que pourtant, les États-Unis ont plein de territoires dans le Pacifique, notamment les Philippines qui leur appartiennent. Mais c'est parce que c'est beaucoup, pour les Provinces-Unies, si je ne m'abuse, c'est beaucoup aussi une question de... c'est le capitalisme poussé à l'extrême, où si t'as pas une armée néerlandaise, t'as des corporations ou des compagnies privées, et du coup avec des armées privées, tu vois. Donc tu vas pas avoir à un moment donné l'armée néerlandaise qui va intervenir avec sa flotte, qui va avoir l'armée des compagnies des Indes orientales ou occidentales, mais qui se diffèrent de la compagnie de Struckmuch ou de machin. Donc c'est vraiment l'entrepreneuriat en fait qui prime, même en termes de flotte. Les Néerlandais, ils ont pas cette velléité de faire des colonies en fait à la base. Les pays européens comme les Anglais par exemple, les Français, eux ils veulent faire des colonies parce qu'ils veulent s'implanter. Ils ont vraiment cette notion de je veux créer des nouvelles villes. Les Néerlandais, eux, leur expansion territoriale, c'est plutôt une expansion en termes de comptoir. Eux, ils pensent vraiment C'est la économique. colonie comme des comptoirs, c'est vraiment plutôt économique quoi. Donc c'est super intéressant et ça fait partie, à l'époque, au XVIIe siècle, hein, c'est le seul pays que les Japonais ont autorisé à commercer avec eux. Juste ça, c'est Oui, quand c'est même vrai. dingue. Ils vont avoir des liens commerciaux avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Amérique. Ils vont pouvoir aller récupérer les richesses qui sont la soie, qui sont les épices, qui sont à l'époque qui est extrêmement demandée. Donc on est vraiment sur un pays
et ce que tu disais, Marc, qui a une logique en fait qui est très commerciale. C'est une logique qui est très actuelle en fait, ça qui est hyper intéressant. Complètement. De toute façon, en plus, généralement, quand on parle un peu des Provinces-Unies aujourd'hui, ce qui ressort, c'est la bourse. C'est le pays où on a inventé le capitalisme moderne, c'est le pays où on a créé les premières actions, les premiers tickets en bourse. Enfin voilà, t'es vraiment sur le XVIIe siècle, naissance du capitalisme moderne, même si on sait très bien que ça existait avant, même à l'époque médiévale. Mais ils ont inventé ce que nous on connaît comme étant le capitalisme aujourd'hui, quoi, au XXIe siècle. Alors, je vous ai présenté toujours, regarde, des peintures, encore des peintures, toujours des peintures, vous allez m'adorer. Waouh. Je vous ai trouvé des peintures de la place du Dam à Amsterdam. Donc la place du Dam, c'est un peu la place du marché, grosso modo. Okay. Et là, t'es face à un bâtiment qu'on voit bien sur les deux peintures. C'est l'hôtel de ville. Donc c'est un nouvel hôtel de ville qui a été refait parce que le premier, celui de l'époque médiévale, il a été détruit suite à un incendie. Et il faut savoir que les Néerlandais du XVIIe siècle sont extrêmement fiers de leur hôtel de ville. Donc ça se voit sur leur peinture, ils le peignent quand même vraiment pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pour vous dire un petit peu le melon quand même de ces gens, quoi qui se passe, même s'ils ont pas appelé ça le siècle d'or au XVIIe siècle, ils ont quand même un petit melon. J'ai trouvé ça quand tu rentres dans l'hôtel de ville qui est aujourd'hui le Palais Royal, qui est visitable. Et quand tu vas rentrer dans une salle qui s'appelle le Burgenzaal, c'est la grande salle des citoyens, où vous pouvez voir qu'au sol, t'as un dallage de marbre blanc et noir. Et les dallages de marbre blanc et noir, ça fait MapMonde. Et en fait, les Néerlandais de l'époque, quand ils rentraient dans la salle des citoyens, qui était pour tout le monde, même si t'étais pas forcément citoyen, tu pouvais y rentrer, il y avait pas de souci. Ils marchaient littéralement sur le monde. C'est une certaine classe, hein. C'est un peu classe, hein. Ouais. Oui, c'est carrément les citoyens qui écrasent le monde. C'est ça. C'est quand même hyper classe, quoi. Tu vois. C'est, apparemment, la construction aussi de l'hôtel de ville, c'était un chef-d'œuvre de modernité, d'ingénierie de l'époque. Alors, je me suis pas trop renseignée parce que c'était pas trop le sujet même du podcast. Mais, enfin, un jour, j'irai en Amsterdam, j'irai là-bas. Un jour, j'irai marcher là-bas en me disant, waouh, au XVIIe siècle, il marchait vraiment sur la France et tout. Et toi aussi, tu marcheras sur le monde. Je marcherai sur le monde. Et pour vous montrer aussi le développement économique qui va donc passer par le développement urbain de la ville d'Amsterdam, j'ai trouvé des cartes. Donc la première carte qui est sur la droite, c'est une carte qui est un peu plus vieille que la première. Je suis désolée, j'ai pas légendé parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais en termes de légende. Mais là t'es sur une carte 15e, 16e grosso modo, donc on voit que c'est quand même très urbanisé, on voit tous les canaux, on voit tous les bateaux. Et t'as la carte d'après, c'est presque 50 ans plus tard, où là tu vois à quel point ça s'est développé en termes d'urbanisme. C'est juste incroyable. T'as vu comme ça a popé en même pas un siècle en fait. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'à chaque fois sur les cartes néerlandaises, t'as toujours les bateaux. Oui, il y a les bateaux, c'est que j'allais dire, les bateaux, quoi. Les cartes de la France te montrent pas, même sur les ports, ils montrent pas forcément les bateaux, là, c'est important, quoi. Ça fait vraiment partie de... les moulins, je pense que tu dois aller voir si on zoome, mais vu que les cartes, là, je peux pas trop zoomer, je te montrerai dans la nouvelle Amsterdam, des moulins. Waouh. Les Provinces-Unies vont aller s'implanter en Amérique du Nord, et en Amérique du Sud aussi, hein. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'Amérique du Nord. Et semble-t-il en fait que à la base ils ont voulu s'implanter là-bas pour éviter les intermédiaires que sont les Arabes, les Italiens et les Turcs, parce que en fait ils donnent beaucoup de taxes, parce qu'ils sont obligés de passer par des comptoirs qui sont les leurs, et donc t'es obligé de passer par des taxes. Et donc ils vont chercher en fait des nouvelles routes commerciales pour aller vers l'Asie, pour éviter justement ce type de taxes. Et ils vont vouloir surtout éviter le cap de Bonne-Espérance. Apparemment à l'époque c'était pas le passage le plus simple à faire maritimement. Donc ils vont vouloir éviter toutes ces taxes, et tu vas avoir un monsieur qui s'appelle Henry Hudson qui en 1609 va naviguer pour le compte des Néerlandais. Il va naviguer pour le compte de la Compagnie des Indes orientales à l'époque, tout à fait. Et grosso modo lui est demandé de découvrir de nouvelles routes. Et il va arriver en Amérique du Nord, et il va tomber sur une rivière, sur une embouchure qui va être très connue aujourd'hui. Il va remonter cette embouchure, et aujourd'hui, du coup, monsieur Henry Hudson a donné son nom au fleuve. Non, mais incroyable, c'est pas vrai. Et en effet, ça va être, semble-t-il, le premier Européen à tomber sur l'embouchure qui est en fait le port de qui est New York. Qui est New York, quoi. C'est Manhattan. Qui est New York. Et c'est lui qui va le voir pour la première fois. Il va commencer à le décrire. Il va rentrer. Il va décrire ce qu'il a vu, etc. Et les Néerlandais vont pas tout de suite faire quelque chose, mais grosso modo ils vont se dire que ce serait quand même intéressant de s'y implanter. Et quelques années après Henry Hudson, il y a quand même des premiers colons néerlandais qui vont arriver, mais vraiment j'insiste, c'est 15 mecs apparemment qui débarquent et qui vont vivre dans des petites cabanes en bois. Voilà, ils sont pas en train de démarrer une ville, quoi. Voilà, c'est genre allez là-bas, on a besoin de vous. Et ils vont donc commencer à créer leur comptoir à eux, parce que c'est vraiment une logique de comptoir. Ils vont appeler ça la Nouvelle-Hollande. En fait, la nouvelle, on avait dit la Nouvelle-Mézalène, qui va donc compter plusieurs petits comptoirs, dont un qui va nous intéresser, qui est donc la Nouvelle Amsterdam. Tout à fait.
Donc la création de la Nouvelle-Amsterdam, c'est pas lié à la Compagnie des Indes orientales, c'est lié à la Compagnie des Indes occidentales. Tout à fait. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, du coup, il faut séparer il faut séparer, oui, le monde est grand, Ouais. donc voilà. On a compris qu'il y avait autre chose à l'ouest. Donc techniquement, la Nouvelle-Amsterdam n'appartient pas en fait à l'État néerlandais, ça appartient à une entreprise, ça appartient à la colonie, enfin ça appartient à la compagnie. C'est clairement le futur. Les États appartiennent aux entreprises. Que la Lune appartienne à Tesla. Terrible, terrible. Donc vraiment, ce que j'ai lu, c'est que la Nouvelle-Amsterdam, ils ont voulu la fonder. C'est comme je dis, c'est pas pour faire des colonies, c'est pour faire des comptoirs. Donc Nouvelle-Amsterdam, c'est une ville qui a été fondée pour faire du fric. Pour faire de l'argent. Ouais. Vraiment, c'est ça. Et ils sont allés s'implanter là où est New York en fait aujourd'hui pour plusieurs choses, parce que déjà de 1, c'est une baie pour des ports, et vu que c'est des marins, ça leur va très bien. Que semble-t-il, c'est un endroit idéal à la confluence entre deux fleuves protégés de la rigueur des océans par une immense baie. Il y a des sources d'eau claire également. Donc grosso modo, ça a l'air plutôt sympa de s'y installer. Et tu vas. Pas un marécage alors. Non, c'était pas un marécage. Il y avait des populations on verra plus tard qu'il y avait voilà, des gens sur place. Il y avait des Amérindiens qui étaient déjà sur place en fait. C'est vrai, mais souvent c'est quand même pas génial à cause des moustiques. C'est vrai. Tu connais la Floride? Et pas justement. Personne voulait y aller au début. Et là, grosso modo, ils y sont allés pour faire du fric, et surtout pour faire du fric sur quoi? Sur les podcasts. J'ai entendu sur les podcasteurs, je me suis dit, mais quoi? Ils veulent faire d'argent sur les podcasteurs, parce que les podcasteurs à l'époque c'est très très demandé, parce qu'en fait en Europe on les a pratiquement tous exterminés, et donc on en a presque plus, au XVIIe siècle. Là-bas ils en ont plein. Ils en ont plein là-bas. Et le fait étant, c'est qu'à l'époque, notamment les Néerlandais sont des très grands fans de chapeaux en feutre. Et donc c'est une matière qui est très très demandée, et aussi pour le tabac bien entendu, mais c'était vraiment surtout pour la fourrure qui sont allés s'implanter là-bas. Faut savoir qu'ils étaient tellement obsédés pour faire du fric sur les premières années d'exploitation de cet endroit qu'ils ont pas fondé d'église. Oui, Pendant c'est vraiment 7 ans, il y a pas eu il n'y a pas d'église. eu d'église de temple. Hein, c'était vraiment du fric. C'était le temple du fric en fait. Ah, oui, justement ils sont protestants. C'est pour ça. Les protestants. Donc je trouve ça très rigolo, genre vraiment c'était en mode, et ce qui montre aussi, je trouve pour moi le fait qu'ils ne l'ont pas fait, c'est que l'implantation était peut-être pas censée être pérenne. Oui, c'était le but, c'était vraiment pas que ce soit une ville quoi. C'était juste un port quoi. Un comptoir, tu fais des échanges et puis t'as des gens sur place pour gérer ça, mais ils sont pas voués en fait à rester, ou c'est des gens qui sont voués peut-être à tourner en termes de travail quoi. Ou peut-être qu'ils avaient pas une vision évangélique comme pouvaient les avoir les autres États européens. Les autres, quand ils arrivaient, généralement, ils disaient oui, ça c'est juste des sauvages, on va les... Ouais, notamment surtout les Espagnols qui avaient vraiment cet objectif de convertir quoi. Les premières expéditions au Vietnam, c'était pas... Mais les catholiques en fait à chaque fois. Oui, mais à chaque fois on essayait de christianiser, d'évangéliser. De ce que j'ai lu, après je suis pas non plus allée en profondeur, mais grosso modo c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire, évangéliser, et surtout t'as des archives qui existent, qui sont écrites de la main des dirigeants de la Compagnie des Indes occidentales, qui demandent justement aux futurs colons de ne pas faire du mal aux Amérindiens sur place, qu'en fait ils vont avoir besoin d'eux pour commercer, et que de ce fait c'est la source de fric en fait. C'est ça, c'est la source de fric. Eux ils sont vraiment on va pas arrêter de le dire, mais ils sont vraiment dans une logique de faire de l'argent, donc pour faire de l'argent faut pas qu'il y ait d'oppression, et c'est aussi pour ça que la guerre avec l'Espagne quelques années auparavant c'était hyper compliqué pour les gens qui voulaient faire de l'argent. C'est qu'en fait quand t'es en pleine guerre c'est super compliqué de faire du fric, donc en fait ça fait chier tous les commerçants et tous les bourgeois, donc au bout d'un moment faut que la guerre s'arrête. Ouais. Après c'était la logique qu'il y avait dans tous les comptoirs. Quelle est la différence entre comptoir et colonie? Comptoir c'est vraiment non, on veut de la paix, c'est les locaux nous apportent des trucs à vendre, tout le monde est content, et les colonies par contre. Oui, il y a un but de prendre. La colonie, il y a un but de mettre sa culture, de s'expandre culturellement, voilà, alors que c'est vrai qu'à la base c'était pas forcément ce qui était voulu. Donc on sait qu'il y a des premiers postes de commerce dès l'année 1611 semble-t-il. J'ai pas trouvé énormément d'infos là-dessus parce que je pense que les archives soit elles existent plus, soit c'est pas trouvable dans ma langue de compréhension. J'ai pas réussi à trouver plus que ça. Et la plus grosse archive connue, c'est celle du 7 novembre 1625, où c'est un certain Peter Minuit que vous avez vu tout à l'heure, il était à côté de Henry Hudson. Monsieur Minuit. Sacré Pierre. Il semble-t-il que c'est lui qui va échanger pour la première fois la terre qui est aujourd'hui New York aux Amérindiens. Donc, grosso modo, de ce qu'on en sait aujourd'hui, Peter Minuit, il aurait donné 60 florins aux Amérindiens du coin pour
pouvoir exploiter la terre qui est aujourd'hui New York. Donc j'essaie de chercher l'archive de ce que ça venait et regardez, je l'ai. Et tu l'as trouvé, mais c'est incroyable. Donc elle écrit en néerlandais, Trop bien forte. entendu, parce que voilà. Bah oui. Mais grosso modo c'est la lettre. Alors c'est pas Peter Minuit qui envoie la lettre, c'est une lettre qui a été écrite par un dignitaire de la compagnie à un autre dignitaire de la compagnie et qui explique qu'en effet Peter Minuit il a réussi à s'accaparer les terres pour 60 florins. C'est juste que là pareil les historiens ils sont pas complètement sûrs. Est-ce que c'est 60 florins en pièces? Probablement pas, parce que sinon ça n'a pas de sens pour les Amérindiens. Oui, c'est un équivalent en C'est florin. un équivalent en florins, donc ils ont dû échanger ça avec je sais pas moi, des bijoux, des pots, ce genre de choses, des armes très probablement. C'est des futurs Américains. Et 60 florins de l'époque, j'ai aussi voulu savoir à quoi ça correspondait pour les contemporains. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Et bah pour un néerlandais, c'est grosso modo 10 jours de salaire moyen. Donc c'est pas une somme, semble-t-il, qui est stratosphérique. Ouais. Sauf que les Néerlandais, c'est un peu les Suisses de l'époque. Si tu compares à un Français. C'est énorme. C'est énorme. C'est une année de salaire. Bah quoi qu'il se passe, je veux dire, voilà, apparemment ils ont acquéri les terres de Comme pour eux, manière c'était pas pas grand-chose, très, quoi. ouais, c'était pas énorme. Et c'est là que aussi l'histoire aujourd'hui essaye d'être nuancée, c'est que en effet les Néerlandais ont acheté la terre d'un point de vue européen, parce que nous on a une convention sociétale Où tu achètes un où t'achètes un territoire. territoire, une fois que tu l'as acheté, il est à toi. Les Amérindiens, nous on sait très bien aujourd'hui qu'ils n'avaient pas cette manière, cette vision-là du monde. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'en fait, Peter Minuit, il a pas acheté la terre aux Indiens, il croit qu'il l'a acheté, mais les Indiens, en fait, ils l'ont juste loué. Oui. C'était plutôt ça. À l'époque, C'était ok, tu veux te mettre là, tu vas te vas-y, mettre là pendant ouais. un temps, puis sinon, après, tu vas partir, quoi. D'ailleurs, ils attendent toujours qu'ils partent. Hein. C'est ça, ils attendent toujours. Et ils partent toujours pas. Et tu vois sur l'archive, au bout d'un moment, il y a marqué 60 florins, tu vois, il est juste ici, je vous le montre là, il est à la 6 ou 7e ligne de l'archive. Alors il y a marqué 60 florins, et surtout ce qui est intéressant, c'est ça, c'est 7246 podcasters. Donc on voit que c'est vraiment pour ça qu'ils sont partis. Ah ouais, la vache. Genre, tu t'imagines la tuerie, quoi. Attends, du coup, il y a 7246 castors qui y sont passés. C'est ça. Et ça, c'est les Ça en fait des premiers, chapeaux, quand même. juste ce transfert-là. Fallait pas être un castor à l'époque. Je sais qu'apparemment il y avait une trentaine de bateaux par an sur les moments les plus glorieux du comptoir qui partaient, donc 30 bateaux par an, c'est quand même pas mal, sachant que les Anglais quand ils vont récupérer la colonie on était à plus de 100 bateaux par an, donc Ouais. voilà, on est sur le level Après, est-ce qu'ils ont pas encouragé aussi les indigènes à... Si, bien sûr. Un peu Bien comme sûr, on fait oui. après avec les bisons, En fait, ça, on s'en rend compte ethnologiquement parlant que avant que les Occidentaux arrivent, les castors, ils sont chassés, mais pour être bouffés. Et après, par contre, comme il y a aussi de leur côté de la thune à se faire, pour les natifs, ils vont buter du castor à outrance. Ils vont même se battre entre eux pour avoir le monopole avec les Occidentaux de la chasse au castor. C'est ce qu'on appelle la guerre du castor. Donc, elle durait pendant plus de 100 ans. ouais, parce qu'en plus les Européens ils savaient pas, en vrai si ils avaient fait attention ils auraient pu savoir, mais à force d'exploiter autant de castors, à un moment donné la Mais il y a plus de population, castors. il y a plus de castors, quoi. Donc les Européens en arrivant en Amérique ils ont aussi failli faire la même chose qu'en Europe, c'est-à-dire complètement tuer, exterminer les castors. Je sais qu'aujourd'hui t'as des trappeurs en Canada, par exemple, ils sont limités à 20-30 castors par an. Ouais. Une idée, Mais c'est déjà un miracle c'est- qu'il y ait toujours des encore des castors, en castors, fait. ouais, Hein, ouais. Je vous ai trouvé d'autres archives aussi. Alors celle-là, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'était juste pour vous montrer un peu l'état des trucs qu'il y avait dans les archives néerlandaises. C'est Ça illisible. devait pas être, ouais, illisible. Je pense Et en que plus, ça a c'est en pris la néerlandais, pluie, donc, ça a dû prendre le feu, ce que tu veux. Bref, c'est un peu compliqué. Et j'essaie de vous faire un petit résumé quand même de comment ça s'est passé pour que ce soit plus simple et plus fluide pour tout le monde. Donc on sait que les premiers colons, il y en a qui arrivent dès les années 1611. Les premiers vrais arrivées de colons qui sont recensés dans les archives de la compagnie aujourd'hui, c'est un arrivé d'après 30 familles. Ok. En 1624, donc avant l'achat de la terre. Ok. En 1124, tu vas avoir une trentaine de familles qui vont débarquer, et sur ces 30 familles-là, dans les archives néerlandaises, ils sont arrivés à en retrouver 4 que tu arrives à suivre, donc j'ai retrouvé leur nom du coup, je vais pouvoir vous en parler, Investigation. parce que investigation. Parce Je suis allé les retrouver. Déjà, on va retrouver ça pour moi, donc c'est quand même vachement plus simple. Et nous sommes d'ailleurs à New York en direct. Donc j'ai retrouvé 4 noms de famille pour vous. Il y a la famille de Joris Janssen Rapalf, il y a la famille Jean Montfort, il y a la famille de Trieux et la famille de Vigne. Donc ça va être 4 familles en fait qu'on arrive plus ou moins à suivre dans les archives, et je me suis renseignée aussi pour savoir comment ils ont réussi à pouvoir les pister. Et en fait, on a leur bordereau de départ à ces gens. Tu vas avoir Ok. l'église de l'époque, donc l'église que c'est presque tous des Wallons là, des Wallons. c'est Des pas Wallons, grave, ouais. ouais. Des Wallons, c'est 4 familles de Wallons en fait qui sont parties, et donc t'as l'église de Wallons d'Amsterdam qui a des tickets de départ en fait, Ouais. qui marquent voilà la famille un tel est partie, la famille un tel est partie, donc c'est comme ça qu'on est Puis sûr qu'en fait, généralement, ils ont t'as ces fameux pionniers, généralement, les premières familles qui partent, elles sont toujours recensées un peu élevées à un stade d'exemple. On a pareil pour tout ce qui est la vallée du Saint-Laurent, tout ça.
Bah là, j'imagine que c'était un peu pareil, et j'ai réussi aussi à savoir, parce que ce qui m'intéressait, c'était qui ces 30 premières familles, ces 30 premiers colons, même si c'était pas vraiment des colons pour eux à l'époque. Leur profession, c'était essentiellement des artisans, des agriculteurs, il y avait des soldats aussi. Donc ça va être ça, les premières familles, en fait, qui ont débarqué là-bas sur le continent. En quelle année, tu disais? En 1624. Né en 1624. Donc c'est vraiment des gens qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les archives de l'église wallonaise, pardon. Je suis désolée, je vais déchirer le mot à chaque fois. Et tu vas retrouver leur nom aussi dans les attestations de départ des archives municipales d'Amsterdam. Donc c'est vraiment des gens que tu sais qui sont partis. Ouais. Et après 1625, donc t'arrives à l'année de l'achat de la terre, qui va devenir New York aujourd'hui, et tu vas avoir des familles wallonnes qui vont débarquer, qui sont plutôt type francophone apparemment. Tu vas avoir des colons néerlandais, bien entendu, tu vas avoir des employés de la compagnie qui viennent de l'organisation sur place, donc t'as pas le choix. Tu vas avoir des esclaves africains. C'est aussi comme ça qu'ils ont fait fortune, les Néerlandais. Grosso modo, c'est une centaine de colons européens qui débarquent en 1625. Donc c'est le deuxième gros apport qui va débarquer, même pas un an après les premiers. Et après, tu auras des minorités qui vont débarquer, les calvinistes réformés, tu vas avoir des protestants, des luthériens, il y a un peu de catholiques, mais pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Et tu vas avoir des juifs séraphades, qui vont arriver un peu plus tardivement. Ils viennent du Brésil, il me semble. C'est ça. Ils vont venir du Brésil, ils viennent dans les années 1654, 55, et tu vas avoir les Quakers, qui vont arriver aussi plus tard. Ok. Donc là, ils sont passés vraiment d'une volonté de comptoir à une volonté de colonisation. Eh ben, je sais pas comment ils ont vu les choses, que j'essaie de me renseigner, parce qu'au début, vraiment, ce qu'ils disent, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est des comptoirs, et après, au bout d'un moment, ils passent de comptoirs à beaucoup de colons. Donc, est-ce que ces colons, ils étaient voués au fonctionnement, en fait, du comptoir? Je pense pas, parce que c'est quand même beaucoup de colons juste pour un fonctionnement de comptoir. Donc, je sais pas à quel moment la compagnie a décidé. Plus de 100, du coup. Sur l'arrivage de 1125, c'est une centaine. Ah, je sais pas comment de toute façon, plus ton comptoir il est gros, plus il te faut de gens pour le régler, et du coup, plus il est gros, plus c'est exponentiel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça que, si tu il faut des gens pour les nourrir sur place, donc il faut des champs, donc du coup, il faut des agriculteurs, donc, ça encore, tu dois pouvoir négocier avec les locaux. Ouais, mais pour nourrir 200 personnes, oui, tu peux avoir des tarifs, mais par exemple, si tu veux avoir des fruits ou des trucs comme ça, forcément, tu vas avoir des gens, ils vont à côté de leur baraque, ils vont se faire un petit potager. Des fruits. Bah à l'époque Louis XIV avait dit 5 fruits et légumes par jour, hein. Oui, Louis XIV. On est vraiment sur la bonne époque. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'ils sont passés officiellement d'une logique de comptoir à une logique de colonie. Est-ce que c'est officiellement quand ils sont fait racheter par les Anglais, enfin plutôt racheter gentiment attaquer. Mais j'avoue, j'ai pas trouvé. Honnêtement, moi j'ai pas trouvé. Tout ce que je sais, c'est voilà, t'as plein d'arrivées de gens, et donc petit à petit la colonie elle va commencer à grossir. Et là aussi j'essaie de savoir, du coup c'est comment les premières années d'une colonie, parce que tout le monde sait que généralement les premières années d'une colonie ça se passe pas super bien. T'as Plymouth qui est un bon exemple, t'as Jamestown aussi, ça se passe pas super bien. Généralement les premiers colons ils prennent un peu tarif. Et de ce qu'on en sait, les 10 à 15 premières années, c'est vrai, c'est pas la joie, comme on peut vous y attendre. Il y a un climat qui est plutôt rude, ils sont pas habitués en fait à des hivers qui sont les hivers d'Amérique du Nord. Il y a pas mal de maladies, il y a des malnutritions quoi qui se passent, hein. À un moment donné, t'as beau essayer de t'organiser comme tu peux, il y a de la malnutrition, il y a de la famine. Tu es des castors. Exactement. Il y a un manque de ressources, il y a de l'isolement, il disait aussi qu'il y a beaucoup d'isolement parce qu'en fait ces gens, même s'ils savent qu'ils partent, entre savoir que tu pars, que t'es parti, t'es vraiment arrivé là-bas, et qu'en fait t'es quand même très très loin des gens que tu connais, de ta culture, de ta famille, de la société dans laquelle t'es né, ça crée un isolement qui doit être psychologiquement comme tu disais, il y avait beaucoup de villes là-bas, de villes très peuplées, et là, c'est ça. Ouais, c'est clair. De 300 pécores, là. T'arrives en Ardèche, quoi. Il y a des tensions avec les locaux, qu'on verra avec Marc tout à l'heure. Apparemment, au début, ça se passe plutôt bien, et puis petit à petit, c'est les Amérindiens qui vont se rendre compte que, putain, mais ils partent pas, les Européens. Putain, merde, les Blancs partent pas. Donc, du coup, ouais, ça a dû être tendu un petit peu. J'ai trouvé des stats au niveau du taux de mortalité. On est sur près de 20 à 30% des enfants des colons qui vont mourir sur les premières années. Donc, c'est quand même, ouais, c'est pas simple. Dans les archives aussi. Beaucoup, en réalité. Ils sont pas nombreux, hein. Ils sont quand même 300 personnes. Ouais, mais tu vois. en pourcentage par rapport à ce qui se faisait en Europe, je suis pas sûr que ce soit. J'avoue que j'ai pas comparé, mais c'est vrai que si c'est des enfants, c'est au prorata du nombre de personnes, donc je pense quand même que ça devait faire pas mal de. Si t'es que 130 et que t'as un tiers de tes gosses qui crèvent, ouais. T'as des archives qui recensent d'ailleurs les morts un petit peu. Alors ils sont pas super précis, hein, mais ça dit, il y a une archive de 1600 et quelques, 1600,
j'ai plus la date exacte, mais bon, au XVIIe siècle, bien entendu. Il y a marqué: plusieurs de nos compagnons ont succombé à la maladie et au froid cet hiver. La colonie est affaiblie et a grand besoin de renforts et de vivres. Donc ça, c'est une lettre qui a été envoyée aux dirigeants de la compagnie pour essayer de leur faire comprendre que la situation est probablement un chouï critique, en effet. Et à ça va s'ajouter toutes les petites archives aujourd'hui qu'ils ont encore, la compagnie, sur les décrets qui ont été réalisés sur place sur la colonie, sur les réglementations. Donc t'as des décrets qui sont géniaux, moi je trouve ça beaucoup trop rigolo. T'as des ordonnances contre le fait de boire durant les services religieux, pour donner l'idée à mon avis du fait qu'il devait être légèrement alcoolique. Ordonnance de la réglementation de la construction dans la Nouvelle-Amsterdam. Ordonnance de la réglementation des tavernes. Ordonnance contre les chiens et les cochons en ville. Ordonnance pour une meilleure prévention des feux à la Nouvelle-Amsterdam. Donc t'en as comme ça genre cramé, il y a des cochons qui avaient dans le village. Exactement. Il y a son cochon Il y en a, je sais pas combien des ordonnances comme ça, mais j'en ai trié quelques-unes. Je trouvais ça très très rigolo. Donc semble-t-il que les premières années, beaucoup d'ivrognes, de gens alcooliques, beaucoup de tavernes, plus que d'églises du coup, parce que les gens avaient besoin de. Est-ce que tout le monde est un ivrogne? À l'époque, on commençait à boire un peu dedans quand t'étais Qu'est-ce que c'est être un ivrogne à l'époque moderne? T'imagines, à l'époque moderne, si on te prend pour un ivrogne, c'est que vraiment. C'est ça. C'est que t'es un ivrogne. Voilà. C'est que je pense que tu vois, le pire ivrogne faire une ordonnance contre quoi. le fait de boire dans les services religieux. Bon, ça se faisait quand même quoi qu'il se passe en Europe. Mais si t'es obligé de foutre une ordonnance, c'est que c'est vraiment le dawa. Donc nous, on sait qu'en effet, la colonie, c'est le dawa, c'est le bordel, c'est le désordre constant. Donc les premiers gouverneurs de cette colonie, en fait, ils galèrent à essayer d'y mettre de l'ordre. Du coup, c'est une petite ville commerciale qui est fondée, elle va s'agrandir petit à petit. Et de ce qu'on en sait, et c'est ce que vous avez devant les yeux, les garçons, je vous ai trouvé la seule vue dispo de la Nouvelle-Amsterdam qui a été peinte à l'époque. J'adore le style. Entre 1650 et 1654, si on s'est fait à l'aquarelle et à la plume. C'est la seule vue d'époque qui nous est parvenue de la colonie de la Nouvelle-Amsterdam. Ça a changé depuis. Ça a complètement changé. Et t'as un gros pont là. T'as ton petit moulin. Regarde, il est là. T'as ton petit moulin. Regarde, il est là. Ils sont pétroliers aussi. Il y a tout dans ce Il est là le pont, regarde. On le voit. Spider-Man, Et donc, grâce à cette petite vue, on arrive à voir tous les trois que les premières maisons qui sont construites, elles sont faites en bois. C'est des petites maisons en fait qui ressemblent très clairement à ce que t'as de l'autre côté de l'océan. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la nouvelle Amsterdam, comme Amsterdam de l'autre côté de l'océan. Donc c'est comme ça que il restait un autre. J'imagine qu'il y a des historiens que j'ai écoutés, ils disaient qu'il y en avait probablement d'autres qui ont existé, c'est juste que soit elles ont été perdues, soit on les a pas encore retrouvées. Sachant que ça là, elle a été retrouvée il y a pas longtemps, regarde, 1991, sinon on n'avait pas de vue, et je suis allée me renseigner parce que je me suis dit, ce truc, on me disait quelque chose que j'avais déjà vu à l'école, et en fait, moi, ce que j'avais vu, c'était ça. Et ça, c'est toutes les vues postérieures qui ont été, rééditées. Ok. Tu sais, toutes les vues qu'on a, repeintes, réancrées, et on voit à chaque fois qu'il y a plein de petites choses qui ont changé. Là, tu vois, t'as des surévélements que t'avais pas là, là, t'as des ajouts de villes qu'il y avait pas là, et donc on voit que la colonie, en fait, petit à petit, elle a dû grandir, Et ce qui est intéressant, c'est que sur la première image qu'on a vue, les bateaux, c'est plutôt des petites barques. Toujours ça, par contre, l'espèce de tour et le moulin. Ça, c'est parce que c'est le fort, en fait, qui est là. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Et ce que tu vois là, après, tu vois encore tout. Les bateaux. Le moulin, je trouve ça incroyable, vraiment. Le moulin, il est dingue. Il était pas de vent, mais ils ont mis un moulin, quoi. Ouais. Ça, c'est chez nous. J'ai mis un moulin. J'ai acheté 65 florins. Alors, s'il y a un moulin, il y a forcément de l'agriculture, de toute façon. Oui, c'est vrai que oui. Totalement. Oui, il y a de l'agriculture parce que je vous ai trouvé une carte aussi où tu vois les terres agricoles autour de la colonie. Je vous ai trouvé une petite carte, mais pareil, la carte elle est un peu plus postérieure. Mais je vous la montrerai juste après. Et je me suis dit aussi, mais attendez, parce qu'il y a 2 secondes, on a vu les professions de ces gens, on a vu aussi leurs confessions religieuses, on a vu d'où est-ce qu'ils venaient plus ou moins à travers l'Europe, donc il n'y avait pas que des Néerlandais. C'est là aussi que je me suis dit, mais attends, comment ça fait qu'il n'y a pas que des Néerlandais? Est-ce que techniquement c'est la Compagnie des Indes occidentales, donc d'un pays, les Pays-Bas, qui va s'installer là-bas? Donc comment ça fait qu'il n'y a pas plus de Néerlandais? Le fait étant, c'est qu'en fait, les Provinces-Unies, c'est un pays qui est tellement riche. Ils s'en foutent de la nationalité. Ouais, c'est vrai que les colons, en fait, il y en a très peu qui sont néerlandais parce que c'est pas une terre qui est attractive pour eux. C'est pour ça que c'est beaucoup des Wallons, en fait, qui vont parce qu'ils sont plus pauvres que les Néerlandais. Exactement. J'imagine que eux, c'est ce qui va c'est des paysans. Et puis même sans pauvreté, il se peut qu'ils fuient aussi la guerre, que les Espagnols, à partir de 21, ils reprennent la guerre. Complètement. Donc du coup, t'es sur des populations en fait qui vont fuir. Et je me suis renseignée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses différentes, avec des confessions différentes,
parce que les professions on s'en fout, tout le monde sait que dans une ville t'as plein de professions différentes, mais confessions différentes et langues différentes, parce que tous ces gens ils sont pas tous polyglottes, les gens qui prennent le bateau ils sont pas tous polyglottes. Et en 1643, on a une archive qui date de cette époque-là, où c'est un monsieur, un missionnaire jésuite français qui s'appelle Isaac Jogues, et qui est parti visiter en fait l'Amérique du Nord, grosso modo, j'imagine pour évangéliser, hein. Et en fait il s'est fait attaquer et il s'est fait sauver par des Néerlandais, donc les Néerlandais lui ont dit viens chez nous. Et donc le missionnaire raconte un petit peu sa visite grosso modo dans la Nouvelle Amsterdam, parce que je trouve ça très pertinent, parce qu'en plus c'est un regard extérieur et tout, c'est très rigolo. Et il rapporte que le directeur général de la compagnie, donc en 1643, lui a indiqué qu'il y avait pas moins de 18 langues qui étaient parlées sur cette petite colonie de gens. Ok, 18 langues en 1643. Je vous laisse imaginer le délire. Bordel, c'est pour ça qu'il faut c'est estimé à l'époque, on est entre 400 et 500 habitants. Donc, c'est quand même énormément de langues différentes. Et en fait, un cosmopolitisme qui est hyper intéressant. Ouais. Et ce qui fait en fait encore le New York d'aujourd'hui. Oui, finalement, c'est vrai que ça fait le New York d'aujourd'hui, ouais, j'avoue. Mais complètement, et ça vient de là. Et des années après, et il faut aussi que les historiens expliquent que t'as les 18 langues parlées au sein de la colonie qui sont très intéressantes, mais aussi t'as tous les échanges commerciaux autour de la colonie, donc qui sont faits avec les Anglais, avec les Espagnols, avec les Portugais, avec les Scandinaves et avec les Amérindiens. Ouais. Donc ça te rajoute encore de la diversité supplémentaire. Donc ça doit être un foisonnement de langues quand tu devais te balader dans aussi, de culture. Hyper sympa. Et c'est facilité, parce que je me suis dit 18 plein de langues qui sont parlées, c'est trop cool, mais pour les confessions religieuses, c'est très bien que l'Europe de l'époque c'est le bordel, on n'est pas dans la tolérance, mais les Provinces-Unies, eux, ils sont clairement là-dedans, en fait. Ils sont dans une tolérance religieuse qui fait qu'à la Nouvelle-Amsterdam, ça passe, c'est ok. Tu peux être juif, protestant, complètement, voilà. Il y a une tolérance grave, religieuse avec une liberté qui a été instaurée, la liberté civile. Vraiment ce truc de tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Donc c'est super intéressant et c'est pour ça que ça fonctionne, je pense, aussi chez eux. C'est parce qu'il y a cette tolérance-là qui fait que, ils se sentent pas un peu brimés, j'imagine. Oui, puisqu'au sommet, au final, c'est l'argent. C'est ça, au sommet, c'est l'argent. Ouais. Oui, c'est le fric. C'est le fric. Tous ceux qui négocient sont mes amis. C'est un peu ça. C'est vrai. Et on sait qu'en l'année 1154, apparemment, il y a plus de minorités dans la colonie de la Nouvelle-Amsterdam que de Néerlandais. Donc à partir des années 1654, les Néerlandais deviennent minoritaires dans leur propre colonie entre guillemets, ouais. Ok. Je trouve ça super intéressant. C'est pas un grand remplacement. Non, mais c'est en vrai, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que comme c'est un lieu de fric, tout le monde vient pour le fric en fait. C'est ça, tout le monde vient pour le fric. Et arrive ce moment. Je voulais vous montrer les fameuses cartes. Oui, c'est le fort là, ça. Et oui, là on voit super bien le fort. Donc t'as le fort, t'as le moulin, et t'as toutes les petites maisons qui ont été construites. Et t'as le fameux mur. C'est gros ici. quand même. Hein. Première construction des colons qui sont arrivés. C'était vraiment en fait de faire la première ville de c'était ça en fait. Les comptoirs de toute façon c'est toujours des forts à la base. C'était un fort et du coup les gens ils vivaient dans le fort parce qu'au début c'était pas nombreux, puis après petit à petit ils ont réussi à. Et je trouve ça vachement grand quand même en vrai. C'est vachement franchement. Donc là. Et il y a quand même toujours le petit port. Donc ça c'est une carte de 1660, ce qui est pas mal, parce que du coup elle est relativement vieille, c'est vraiment dans le siècle qui nous intéresse, c'est pas une carte postérieure. Et je vous ai zoomé où on voit vraiment les petits quartiers, et pareil, on voit bien toutes les petites maisons, vous avez vu, ça fait le toit pointu, il y a les petits jardins et tout, tu vois les églises aussi, et tu vois les églises. Tu vois clairement une carte de GDR, c'est pour ça que j'aime bien. Moi j'aime bien parce que tu vois les petits jardins à la française un peu, tu vois, avec les petites fontaines et tout. Vraiment genre dans les années 1660 il s'est fait chier le cartographe, vraiment il a fait en détail et tout. Les petits canaux et tout, vraiment en fait c'est vraiment la Nouvelle Amsterdam. C'est vraiment ça, genre. Ils ont fait comme chez eux. Exactement, ils ont fait comme chez eux. Moi je trouve ça fantastique. Géranium. Les Indiens à qui ils ont acheté la terre, donc c'est des Indiens Lenape. C'est une ethnie apparemment, voilà, c'est une grande famille. Et donc cette grande famille des Indiens Lenape, ils ont acheté la terre aux Manahates, qui eux appelaient là où il y a New York aujourd'hui, ils appelaient ça Manhattan, qui a donné l'île de Manhattan. J'ai dû super mal le prononcer, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Mais grosso modo, dans la langue indigène, n'existe plus. Dans la langue indigène, les colons de l'époque racontent que ça voulait dire l'île aux nombreuses collines. Oh. Donc en fait, New York n'était absolument pas plat. Je me suis dit pareil, je sais comment ça, mais pour de nombreuses collines. Mais New York c'est plat. Les Anglais sont arrivés, ils ont fait non. J'étais en mode mais what? On a les Pays-Bas, c'est pas pour rien, merde. Donc ça voulait dire l'île aux nombreuses collines. Donc je le redis, ça s'appelait, pour les Indiens de l'époque, c'était Manhattan. Vraiment, c'est Manhattan qui sont... Manhattan, c'est un nom indien. C'est ça. Tout à fait. Comme les 3/4 des trucs géographiques aux États-Unis, à chaque fois c'est le nom des personnes qui vivent sur place. Delaware. Delaware, c'était... Ouais, c'est les Delaware tout le temps. Par contre, c'est souvent le nom des ennemis du peuple sur place. Bah c'est que généralement quand t'arrives pour poutrer une culture, t'es pote avec l'ennemi de la culture qui du coup va te dire bah eux c'est les connards. Donc du coup tu vas dire OK bah c'est les connards sauf que
dans la langue d'origine, donc du coup c'est le nom qui reste après derrière. Je vous donnerai 2-3 exemples au cours de ma chronique. Mais là, voilà. Par exemple, si je me souviens bien, les Algonquins, ça veut dire les mangeurs d'écorce en iroquois. Ou alors c'est l'inverse. Ou alors iroquois, ça veut dire mangeurs d'écorce en algonquin, je ne sais plus. Et mangeurs d'écorce, c'est une insulte. Dans un autre monde, du coup, il y aurait les voleurs de poules comme insulte. Bah, c'est comme si tu, mettons, je sais pas, t'as un voisin que t'appelles le bouffeur de racines de radis. Et un jour, tu dis à un mec, lui, c'est le bouffeur de racines de radis, sauf que le mec, il parle pas ta langue. Bah, du coup, tu vas l'appeler comme ça. Mais les Français, ils ont fait pareil avec les Amérindiens. Oui, tout le monde au fait Québec, ça. parce que C'est ce que je il y a disais, une population, Iroquois, les Algonquins. Hurons, par exemple, les Hurons, c'est pas comme ça qu'ils s'appelaient. C'est les Français qui les ont appelés des Hurons, parce qu'apparemment, ils C'est les ressemblaient Iroquois qui les appelaient, ils avaient, je crois, ça ressemblait à des cochons, à des phacochères, hein, pour eux. Enfin, il y avait un truc ethnie, en termes d'ethnie. Et du coup, les J'ai Français, vu la phacochère ils ont dit, ah, bah, tiens, eux, c'est des Hurons. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a gardé le nom Huron pour ces populations locales-là, qui, en fait, elles-mêmes ne s'appellent pas comme ça. Non. Je vous ai trouvé, alors c'est des cartes qui sont, alors celle-là elle est hyper tardive, hein. On est sur une carte de 1942, ok, mais qui s'est inspirée des cartes qu'on a vues juste avant, et ce que moi j'ai trouvé hyper stylé, et je voulais vous montrer, c'est que j'ai C'est Central Park ou quoi, qui est au milieu? il y a pas encore Central Park, désolé. Ça Mais ce que ressemble en j'ai vrai, trouvé de intéressant, c'est que le gars des années 42, il a réussi à retrouver, semble-t-il, les noms des gens où, qui Ah oui, habitaient les vive. terres. Et là, il y a une taverne. Ouais. Voilà. Et donc, il y a des fois, t'as vu, il met des flèches avec la date. Donc, à chaque fois, je serais bien allé un peu plus loin, mais au bout d'un trop moment, bien, c'est un Oui, podcast, c'est un voilà. gouffre sinon, sans ça- fond. Mais Après, tu fais une thèse j'aurais sur voulu le savoir, Amsterdam. j'aurais voulu savoir où est-ce qu'il avait trouvé le nom de tous ces gens et qu'il avait su que le mètre carré appartenait à telle personne, tu vois. Mais là, du En coup, vrai, dans t'as les tout le nom impôts, de je tous pense, les hein. gens. Ouais, il y a Pour moins les dans les impôts, impôts. Et donc, au début, ce que tu vois vraiment, moi, j'ai checké toute la carte, hein, j'ai eu le temps de regarder. La plupart des noms, c'est tous des noms néerlandais. C'est Encore vraiment une des carte de noms JDR. j'avoue. néerlandais à fond. Et encore des bateaux! T'as encore un bateau, ouais. J'adore, il y a toujours des bateaux. Et on va arriver à l'année qui va être fatidique pour les Néerlandais. Les Anglais. Alors, on est en 1664. Et la colonie se porte pas trop mal. Ils ont un gouverneur, bon, qui a essayé de essayer de tirer la vis sur la tolérance religieuse. Et puis les colons ils ont fait hop, 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 C'est hop, kiff, hop. c'est ça. On est dans les 1664 et tu vas voir l'arrivée des Anglais qui va mettre en fait un terme à la colonie de la Nouvelle-Amsterdam. Et le gouverneur de l'époque, faut savoir qu'en fait les Anglais ils arrivent avec leurs bateaux et leurs canons et grosso modo ils font bah voilà soit vous vendez soit on canarde. Et de ce qu'on en sait, le gouverneur de l'époque lui voulait se battre. Et il a reçu une pétition qui a été retrouvée dans les archives de citoyens du coup de la Nouvelle-Amsterdam qui a dit alors on va se rendre parce que grosso modo en fait ils ont peur des incendies, ils ont peur des pillages. Pour les affaires, c'est mieux, encore. Toujours Ils une ont question peur de fou, hein. pour les incendies, pour le pillage, pour tout ce qui s'ensuit en fait derrière. Et donc le gouverneur, de par la pression citoyenne finalement, même si le monde n'existe pas au XVIIe siècle, va céder. Et donc le démocratie, 8 quand même, septembre 1664, la Nouvelle-Amsterdam n'existe plus. La Ouais, puis de Nouvelle-Amsterdam toute façon, appartient aux Anglais. même s'ils s'étaient battus, ils auraient perdu. C'est ça. Ils étaient littéralement entre deux feux parce qu'au sud t'as la Virginie et au nord t'as la Nouvelle-Angleterre, donc Et quoi moi je me qu'il suis arrive t'es demandé, coincé quoi. en fait pourquoi est-ce que les Anglais viennent faire chier les Néerlandais au bout de au moins presque 40 décennies où ils sont tout seuls tranquillous sur leur petit bout de L'argent. de Manhattan. Sur la petite colline. Et en fait, bah, quand tu regardes les cartes de l'époque, même encore aujourd'hui, les cartes je parlais bref, hein, c'est super intéressant, c'est qu'en fait, les Néerlandais, ils ont leur comptoir qui est au milieu. Au milieu, ouais. De tous les Anglais. tous les Anglais, bah oui. C'est le Kaliningrad Et de donc, l'époque. les Anglais, ils ont fait, nous fait chier cette colonie, là, mais attendez, et puis on peut plus, parce que du coup, ils peuvent pas se relier Bah non. entre eux. Donc, du coup, c'est relou. Et il faut savoir que le roi d'Angleterre de l'époque, quand son frère est né, donc plusieurs décennies avant, il lui a offert à sa naissance les parties de la colonie, en fait, d'Amérique du Nord. Et grosso modo, il lui a offert aussi les terres qui ne lui appartenaient pas, c'est-à-dire les terres de la Nouvelle-Amsterdam. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, ils ont fait, bon, allez, on va la récupérer quand même, ce petit bout de terre. Donc, c'est vrai que les canons avec leur armada, le gouverneur a fait, bon, bah, les gens veulent pas que la ville soit détruite, donc c'est ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, c'est que dans les archives, dans les années 1684, c'est assez précis, t'as encore des traces comme quoi les gens, du coup, de l'époque, appellent encore la Nouvelle-Amsterdam, la Nouvelle-Amsterdam. Donc, Ok. de 20 ans après l'annexion, j'ai envie de dire, même si je pense que c'est pas le bon mot, des Anglais, les gens de l'époque appellent encore la Nouvelle-Amsterdam, donc le nom est pas encore sorti. Directement, ils l'ont renommé New York direct. C'est les ça, Anglais. ils l'ont renommé New York pratiquement directement, et moi je savais pas pourquoi ça s'appelait New York, je m'étais jamais posé la question. Et en fait, la ville de New York, elle s'appelle New York parce que le frère du Et roi de de York. l'époque, il s'appelle c'est le duc de York. York. Donc du coup, ben, pour référence à lui, au fait qu'en plus les terres lui appartiennent, ils ont appelé la ville Nouvelle-Amsterdam. C'est marrant parce que t'as l'impression qu'il y a des villes qui renomment et d'autres pas du tout. Genre par exemple Nouvelle-Orléans, ça aurait pu changer de nom. C'est pas ça pour les Espagnols et tout. Ouais. Putain.
C'est plus tardif aussi. Peut-être que les gens en avaient été moins en mode c'est à moi, mais bon. Je vous ai refait une petite chronologie, comme ça on se perd pas. Donc, chronologie de l'île de Manhattan au XVIIe siècle. Vous avez vu, avec des polices, des couleurs différentes et exact. Donc, 1609, t'as Hudson qui va être le premier Européen à découvrir l'île. Ouais. 1611, tu vas avoir l'implantation du premier comptoir. Dans les années 1624, tu vas avoir les 30 premières familles qu'on a discutées qui vont arriver. Okay. Un an plus tard, donc en 1625, t'as une centaine de colons qui va arriver, qui va faire que la colonie va s'agrandir. Et 1626, l'achat officiel, je mets des guillemets, de la terre par Peter Minute de l'île de Manhattan. Voilà. Okay. Ça s'est passé. Là, c'est très éphémère, c'est une boutique éphémère. Ouais, c'est carrément une boutique éphémère, ouais, c'est pas clair. Été, ça va pas durer longtemps. J'en profite parce que je revois le nom de Peter Minuit. Si chez vous voulez avoir la suite des aventures de Peter Minuit, il vous reste plus qu'à écouter le podcast sur la Nouvelle-Suède, puisque Peter va se barrer là-bas pour fonder une autre colonie. Voilà. Et vous verrez la fin tragique de ce personnage très intéressant. Et c'est là aussi que j'en suis revenue sur le fait, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Nouvelle-Amsterdam, qu'est-ce qui reste de la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui reste en fait des Néerlandais finalement, même encore aujourd'hui. Je ne sais pas qu'il y a encore le moulin. Moulin rouge. Parce que déjà il y a un truc, parce que c'est pour ça qu'en fait on a un rit tout à l'heure, ça me refait encore rire parce que vu que j'ai préparé l'épisode. Moi, quand j'ai vu que l'île de Manhattan s'appelait l'île aux nombreuses collines, moi j'ai tiqué, je fais c'est plat. Qu'est-ce qui a devenu des collines? C'est ça, qu'est-ce qui a devenu des collines? En fait, il y a un moment donné, je crois que c'est au XXe siècle, même un petit peu avant, ils ont tout rasé, ils ont approprié les gens, ils ont tout rasé, et puis c'est devenu les immeubles. Donc en fait, la Manhattan d'aujourd'hui est déjà quand même un peu différente de celle du XVIIe siècle parce que c'est pas comme nous les villes européennes où tu sais t'as les vieux bâtiments donc du coup ils ont essayé de faire avec, là ils ont tout rasé en fait, ils ont tout cassé. C'est très dommage parce qu'en termes de patrimoine ça aurait été excellent d'avoir dans Manhattan des vieilles maisons néerlandaises avec les petits jardins et tout. C'est vrai qu'elles étaient faites en bois. Ouais. Après peut-être que les familles avec un peu d'argent parce que une partie des familles qui ont une fortune quand même donc elles auraient fait en briques comme ce que t'as aujourd'hui à Londres j'imagine ils auraient peut-être fait ça en briques parce que voilà maintenant que c'est plat et c'est pour ça que nous a fait rire, c'est parce que ils ont tout rasé. Alors, qu'est-ce qui reste en termes de nom de New York, enfin de la Nouvelle-Amsterdam aujourd'hui? Donc vous savez que New York c'est 5 arrondissements, parce que j'ai fait une jolie petite carte. Donc il y a le Bronx, il y a le Queens, il y a Brooklyn, il y a Staten Island et du coup il y a Manhattan. C'est tout ça qui forme en fait la ville de New York aujourd'hui. Et en fait Brooklyn, ça vient de Broekelen, c'était un village en Utrecht. Ok. Voilà, donc ça vient encore des Pays-Bas. Le Bronx, ça vient d'un mec qui s'appelle Jonas Bronk, qui était le premier Européen à s'installer dans cette région. Ok, c'est le mec, il arrive, il a fait c'est chez moi, je m'appelle Bronk. Et 4 siècles plus tard, les gens ils sont du Bronx. C'est génial. C'est Bronk avec un peu sans veste quoi. Exactement, ouais. Exactement. Staten Island aujourd'hui, c'est Staten Island. Donc je vous ai mis les mots là sur le. Ouais, c'est la version en fait. C'est la version néerlandaise, ça a pas changé de nom. Donc Manhattan, c'est Manhattan, ça vient de là. Ouais. Tu vas avoir Harlem, mais ça vient de Harlem. C'est pareil, c'est une ville aux Pays-Bas. Hein, elle s'appelle comme ça. Coney Island, c'est Coney Island. C'est pareil, c'est néerlandais. Et Broadway, et ça c'est super stylé. Ouais. Broadway, ça vient de. Il y a un bout de la rue en fait à l'époque donc de la Nouvelle-Amsterdam qui s'appelait Breadway, voilà, rue du pain. Du pain, ok. Qui est devenu Bread, c'est là où il y a le moulin là. C'est possible que c'est le moulin. Et c'est pour ça qu'on peut revenir sur la carte que j'ai mis un petit peu avant. Et en fait, apparemment, Brodo aujourd'hui c'est tout ça, semble-t-il. Mais à l'époque, à Nouvelle-Néderlande, c'était The Heerstraat. Donc c'était grosso modo la rue principale. Et c'était au bout de la Heerstraat que t'avais c'était là où il y avait le moulin en plus. Ouais, je pense que c'était là où il y avait le moulin, ouais. Je pense que c'était pour ça, hein. C'était la rue principale qui devait, je suis pas sûr à 100%, hein, mais à mon avis, ça devait être complètement ça. Puisqu'on en est sur le truc. Et, la rue, j'imagine, la plus connue aujourd'hui de New York, allez-y, je vous écoute, les garçons. Main Street? Non. Wall Street, ok. Mais c'est parce que j'ai vu tes notes. Ouais, bah, désolé, Marc! Parce que vraiment, sinon j'aurais dit, je sais pas. Et Wall Street, ça vient de Wall Street. Wall Street. Voilà, et parce que ça veut dire la rue du mur en fait, c'est ça, c'est la rue du mur. Donc c'est en bord de rempart, non? Celle qui est juste là, c'est celle qui est au bord du rempart. Ah, donc elle est perpendiculaire à Broadway. C'est ça, exactement. Donc c'est, voilà, en termes de noms, t'as encore d'autres choses, j'imagine, qui sont héritières des Néerlandais, mais ça fait partie des... Oui, en français c'est mieux. Donc, ok, trop bien. On a pas mal de noms de rues en fait aujourd'hui qui sont complètement juste anglicisés, j'imagine. Oui, c'est ça en fait. Mais c'était des. T'as tiré ça. Je vous jure, j'ai galéré à trouver les cartes. Vraiment, on te croit. Et du coup, héritière aussi sur autre chose, parce que moi je suis allée plus loin que simplement la Nouvelle-Amsterdam. Donc dans le monde, t'as pas mal de choses encore aujourd'hui qui sont
peut-être sans qu'on sache héritière de cette ère hollandaise, de cette ère néerlandaise. Vous avez vu, vous avez des petites images sous les yeux. Donc vous avez peut s'empêcher de voir la laitière. Une vieille madame qui est en train de lire. Ouais. Fait partir des scènes de genre qui sont plébiscitées à fond dans ces années-là. Et tu vas avoir, je sais pas si vous aviez ça. Moi chez ma grand-mère, elle avait ça. T'avais ça? T'avais la dame en jaune qui lit? Ouais. C'est Fragonard. Et c'est complètement hérité. Donc Fragonard, c'est du 8e siècle. Okay. C'est presque un siècle après les scènes de genre néerlandaises du 16e siècle. Donc déjà de 1 au 18e siècle, t'as une influence qui est énorme encore sur la peinture. Et t'as vu en effet qu'il y avait la laitière de Vermeer qui a donné le de l'entreprise, enfin de la marque. La marque. Ouais, voilà. Nestlé, il a une marque qui s'appelle la laitière. C'est parce que c'est complètement hérité du super tableau de Vermeer qui est supra méga connu. Et là, t'as le repas de noces de Bruegel l'Ancien. Qui est repris dans la série chez les Belges. Ouais. Donc t'as vraiment des influences qui c'est sont rigolo, en termes d'image qui sont quand même hyper présentes. Et c'est pour ça que je voulais pas vous montrer juste en mode la peinture du 18e siècle, elle est héritière de néerlandaise. Mais non, mais t'as vraiment encore aujourd'hui dans notre manière de faire les BD, le cinoche, les pubs qui sont encore complètement présentes. Et je suis allée aussi. Alors le cinoche c'était plus compliqué à trouver parce que moi je suis un peu cinéphile, Marc le sait, je regarde pas mal de cinéma, mais quand j'ai essayé de savoir l'influence néerlandaise, donc en termes de culture sur le cinéma, j'ai pas eu moi de films qui sont venus en tête, j'ai pas eu de cette non, c'est vrai que j'ai pas eu de trucs, voilà. Donc je me suis dit c'est peut-être plus facile à trouver en termes de photos, de photographe. Et quand tu vois ça, en fait, et que tu connais la peinture néerlandaise du 16e siècle, les peintures d'intérieur en fait des scènes de genre, et ben c'est typiquement ça, des gens en intérieur qui sont en train de réaliser des trucs. Okay. Et là, ça c'est un photographe, c'est Gludson Gregory qui a fait ça. Et vraiment, quand tu connais la peinture néerlandaise, qu'on verra juste après, justement, je pense que ça va un peu plus vous parler. Je vous en ai mis plusieurs. Il y a vraiment des femmes seules aussi en intérieur. Tu vois, ça rappelle, je sais pas si vous connaissez, il y a des peintures comme ça de Vermeer où t'as des femmes seules en fait en contemplation. Des fois, elles sont juste en train de dormir. T'étais vraiment là-dessus. Ok. Waouh. Et t'as celle-là aussi. Donc j'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses qui sont héritières de néerlandais. Probablement, et mais... la dernière chose que moi je vous rajouterais, c'est la langue en fait, parce qu'il y a aussi la langue, parce que les néerlandais, il n'y a pas qu'en fait aux Pays-Bas qu'on parle le néerlandais. J'ai réussi à savoir que grosso modo, semble-t-il qu'aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près 25 millions de personnes qui parlent le néerlandais. Tout à fait. Tu vas avoir du côté de la Belgique flamande, tu vas avoir du côté du Luxembourg, alors du côté du Cap, c'est pas vraiment le néerlandais, vous savez que la langue là-bas c'est exactement, donc c'est un mixte en fait, mais on peut dire quand même qu'il y a une partie qui est liée. C'est de l'Afrikaners. Tu vas avoir au Suriname, au Curaçao, à Aruba, à Saint-Martin, et donc tout ça, ça a fait que grosso modo, t'as encore pas mal de parties du monde qui parlent complètement en fait encore le néerlandais aujourd'hui. Donc c'est en effet une population qui, sur à peine un siècle de richesse, de rayonnement incroyable, pèse encore en fait un peu dans la game aujourd'hui. Mais dès qu'on a de l'argent, de toute façon. Pèse dans la game. C'est fou. Ah si, on peut faire une dernière conclusion sur le fait que moi, en préparant l'épisode, je me suis vraiment rendu compte, et on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, du cosmopolitisme en fait de la ville qui était la Nouvelle Amsterdam de l'époque, qui aujourd'hui est encore complètement fait partie de la culture new-yorkaise. Quand on pense aux grandes immigrations du 19e siècle, les immigrés, quand ils arrivent en Amérique du Nord, ils arrivent par le port de New York en fait. Et les premières choses qu'ils voient, c'est une ville complètement urbaine, une ville avec des milliers de gens qui parlent plein de langues différentes. Et les historiens que j'ai écoutés, ils disaient ce qui est super intéressant, c'est que les immigrés, quand ils arrivent en fait à New York au 19e siècle, eux ils pensent que toute l'Amérique est comme ça. Alors qu'en fait c'est juste New York. C'est juste New York. C'est juste New York parce que son histoire est liée au cosmopolitisme. Ouais. Et donc ça c'est super fascinant depuis le début, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que j'avoue, ça c'est incroyable. Parce que ça rappelle finalement un peu tout le discours qu'on a aujourd'hui sur le fait que les immigrés, machin, mais c'est eux qui, pour le coup, à New York, qui ont créé New York, ont créé le truc, ont créé New York d'aujourd'hui, et ça vient quelque part de pourquoi New York est aussi cosmopolite aujourd'hui, c'est ça. Ok. Je trouve ça fascinant. C'est fascinant. L'ensemble de ton intervention était vraiment fascinante, mais ça, merci. J'ai essayé d'être clair. Merci beaucoup. Ouais, très bien documenté, franchement. Est-ce qu'on voit les formations d'historiens ou pas? Bien scolaire. Bien évidemment. Est-ce que tes élèves feraient mieux? Oui, évidemment. Évidemment. Ouais. Faut déconner. Alors moi, ce sera beaucoup moins documenté, beaucoup moins. Non, c'est pas forcément moins scolaire, mais en tout cas moins. J'ai pas fouillé dans des archives pendant 8000 ans non plus. donc comme à chaque fois, hein, je suis là pour rajouter 2-3 informations supplémentaires, parce que oui, moi je voulais parler un petit peu de la relation qu'entretient la Nouvelle-Néerlande avec les populations natives américaines. Il y aura peut-être quelques trucs que je vais redire
par rapport à toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Néerlande fut fondée au début du XVIIe siècle par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, dans le contexte d'une expansion maritime commerciale intense des Provinces-Unies. Officiellement créée en 1624, cette colonie avait pour objectif principal d'exploiter les richesses économiques du continent nord-américain, notamment à travers la traite des fourrures, commerce particulièrement lucratif avec les peuples autochtones. La région choisie, le long de l'estuaire du fleuve Hudson, offrait un accès stratégique à l'intérieur des terres et constituait un point de passage clé entre l'océan Atlantique et le cœur du continent. La colonie s'articulait autour de la place forte de New Amsterdam, qui devint rapidement un centre commercial majeur. Le modèle colonial adopté par les Néerlandais se distinguait par son pragmatisme, sa tolérance relative. La colonie accueillait des colons de diverses origines et religions et reposait sur un système de concessions financières qui permettait à des familles ou des compagnies privées de développer des exploitations agricoles ou commerciales. Cependant, la colonie souffrait d'une population encore très limitée et d'une administration parfois fragile, ce qui rendait sa défense et sa gestion difficiles face aux enjeux politiques régionaux. Le rapport avec les peuples autochtones fut dès le départ un élément central et complexe de la colonie. S'il s'agissait de partenaires commerciaux essentiels, ils étaient aussi perçus comme des obstacles potentiels à une expansion territoriale, ce qui devait engendrer, de fait, de nombreuses tensions, voire conflits, au cours des décennies. Et c'est donc ce qu'on va essayer de voir à travers cette chronique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bêtement par ordre chronologique. Je vais pas m'emmerder, on va faire du début jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus simple pour suivre les événements. Donc, techniquement, effectivement, les premières personnes qui vont devoir affronter, ça va être les fameuses personnes qui vivent à Manhattan, mais ils vont acheter les terres, donc c'est pas en un sens un réel conflit. Donc la première personne avec qui il va y avoir des soucis, c'est les Mohawks. Alors du coup, là vous vous dites, bah c'est quoi un Mohawk ? C'est qui un Mohawk ? C'est qui un Mohawk ? C'est quoi un Mohawk ? Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Mohawk est le nom utilisé par leurs ennemis, donc les Algonquins. Et Mohawk, ça signifie littéralement mangeur d'hommes. Voilà, alors ils mangent pas les gens, hein, c'est juste que, voilà, comme toujours, ton ennemi, tu lui donnes des sales noms. En fait, les Mohawks se nomment eux-mêmes Kanien'kehá:ka, ce qui veut dire le peuple de la lumière, ou alors les enfants des étoiles, ce que je trouve vachement stylé. Parce que ça ressemble quand même beaucoup à cannibale. Enfants des étoiles, cannibale, ouais. Non, le mot en indien, Kanien'kehá:ka ouais, et Mohawk. Quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils parlent pas la même langue, hein, les Mohawks, que les Algonquins, puisque les Algonquins sont de langue algonquine, alors que les Mohawks, eux, sont de langue iroquoienne. Voilà. Donc du coup, on est sur des entités culturelles et linguistiques qui sont assez différentes. Et si je puis me permettre, justement, je sais que les Indiens Lenape, à qui du coup sont acheté, ils sont algonquins. Tout à fait, exactement. Ça, ils sont algonquins. Tout à fait. De toute façon, c'est vraiment tout le côté ici, c'est généralement t'as les Algonquins et les Iroquois qui vont passer beaucoup de temps à se faire la guerre, qui sont des ennemis héréditaires. D'autant plus que les Mohawks font en réalité partie même des Haudenosaunee, le peuple de la Maison Longue, en traduction en français, que l'on connaît aujourd'hui, d'après les historiens, sous l'appellation de Confédération iroquoise, ou alors des 6 nations iroquoises. Donc, c'est un gros bout, les Mohawks, qui font partie d'une grosse confédération de peuples. C'est un peu les tauliers d'une partie de l'Amérique du Nord, et surtout de cette partie-là de l'Amérique du Nord. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne la culture iroquoienne, je vous renvoie vers les chroniques de Nicolas, qui en parle très bien, qui a notamment fait une chronique générale sur les Iroquoiens, et une autre même sur la vie amoureuse des Iroquoiens, parce que nous sommes très documentés aussi à ce niveau-là. Quand je dis nous, c'est aujourd'hui, les historiens sont très documentés à ce niveau-là. Retenez en gros que les Mohawks, eux, ils vont vivre dans le haut de l'actuel New York, à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui River Mohawk. La rivière des Mohawks, quoi, hein, finalement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on donne le nom géographique du peuple qui vivait sur place. Donc, ils sont bien présents sur le territoire de la toute nouvellement créée colonie des Provinces-Unies.
Donc les relations entre la Nouvelle-Néerlande furent dès l'origine marquées par une alternance de coopération et de tensions à la fois commerciales, diplomatiques et militaires. L'arrivée des Néerlandais dans la région de l'Hudson à partir de 1609 avec le voyage de Henry Hudson sous pavillon néerlandais introduisit de profonds bouleversements dans les réseaux d'échanges autochtones. La mise en place de postes de traite comme Fort Nassau en 1614 puis Fort Orange en 1624 donna aux Néerlandais un accès direct aux nations iroquoiennes de l'intérieur qui jouaient justement un rôle central dans le commerce des fourrures, notamment celle de castor qui, on l'a vu, sont extrêmement prisées en Europe. Donc si vous êtes pote avec les Iroquoiens, vous avez les peaux de castor. Si vous avez les peaux de castor, vous avez la thune. Et ce qui importe aux Néerlandais, c'est d'avoir la thune. Exactement. Et ça se voit sur leur tableau. Sachez-le, très cher. Comme on dit, gens qui t'écoutent, Marc. Auditeur, c'est pas mal. Sachez que notamment Vermeer, toujours Vermeer, il a fait un tableau qui s'appelle L'officier et la jeune fille riant. Et tu vois un énorme chapeau en feutre. Ok. Et ça fait partie des petits, j'ai envie de dire, des petits clins d'œil, je pense, des peintres de l'époque, notamment de Vermeer, en disant, hey, t'as vu, gros chapeau, j'ai de la thune, ça vient de très très loin. C'est exotique. Ça parle de mondialisation, en fait, finalement, de l'interconnexion aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour très jeunes auditeurs. Je pense que la fleur de castor, elle doit être totalement imperméable. Bien sûr. Et il pleut beaucoup, c'est pour ça qu'ils... Ah, mais c'est pour ça qu'ils en sont fans, la peau de castor, c'est pour ça qu'ils ont tout tué en Europe. Oui. La vendre hollandais sont là. Puis les Néerlandais aussi, au bout d'un moment, je pense qu'au début, ça devait être en effet pour se protéger, etc., et que c'était imperméable, mais surtout que vers la fin, et ça se voit notamment toujours dans les tableaux, c'est devenu vraiment un objet de luxe. C'est un objet de luxe, ouais. Et c'est un objet qui montre que t'as de l'argent, et c'est un objet qui est devenu prisé, vraiment parce que ça veut dire quelque chose de ton statut social, quoi. C'est de la parole, je sais pas si vous vous souvenez de tous les tableaux qu'on a où t'as tous ces mecs qui sont habillés en noir et blanc, ils ont tous un chapeau. Mais ça, c'est des peintres néerlandais qui ont peint des corpos de néerlandais au XIXe siècle. Okay. Ils ont tous des chapeaux parce que c'est un marqueur social. Ok. Et ce marqueur social, du coup, qui est important en Europe, va effectivement avoir des conséquences directement en Amérique du Nord. Parce que dès les premières décennies du commerce, les Mohawks vont chercher à étendre leur influence territoriale et à contrôler les routes d'approvisionnement en fourrure, notamment en menant des expéditions militaires contre leurs rivaux traditionnels, les Algonquiens de la vallée de l'Hudson, et aussi les Hurons-Wendat, qui eux étaient alliés aux Français. Ce conflit s'inscrit sur une longue durée et a été désigné par les historiens anglais sous le nom de Beaver War, ou la guerre du castor dans la langue de Molière. C'est ça que je me souvenais, les Hurons-Wendat. Hurons-Wendat, en fait, les Wendat, ils s'appellent juste les Wendat. Eux, ils s'appellent jamais les Hurons, parce que les Hurons, c'est le nom que les Français leur ont donné. Donc si tu croises, en fait, un jour tu vas au Canada et tu vas du côté de Québec, alors c'est marrant parce que du coup, ils parlent français. Les Wendat parlent le français. Et aujourd'hui, il y a tout un travail de réhabilitation de leur culture envers leur propre population pour leur faire comprendre que non, ils ne s'appellent pas les Hurons, ils s'appellent les Wendat. Voilà, c'est une vraie, certains diraient un ethnocide, parce que c'est un vrai oubli de culture en fait, de la part obligé ou pas fait exprès de la part des Européens, mais souvent c'est quand même fait exprès. Voilà, ils s'appellent les Wendat et pas les Hurons. Et donc du coup les tensions entre les Mohawks et les colons néerlandais furent d'abord de nature commerciale. Les Mohawks refusaient que les Néerlandais commercent avec les groupes autochtones concurrents, notamment les Mohicans, leurs ennemis sur la rive est du fleuve Hudson. Entre les années 1620 et 1630, des incidents violents eurent lieu autour de Fort Orange, notamment lorsque les marchands néerlandais furent attaqués en tentant de nouer des échanges avec justement les Mohicans, ce qui provoqua des escarmouches ponctuelles entre les Mohawks et les troupes coloniales. Les Mohawks, conscients de leur force militaire et de leur position géographique stratégique, n'hésitaient pas à faire pression sur les Néerlandais pour faire respecter un quasi-monopole d'échange. En parallèle, la diplomatie interculturelle se développait. Les Néerlandais, pragmatiques et numériquement minoritaires, tentèrent d'établir un équilibre politique régional par des négociations. Des interprètes jouèrent un rôle clé dans la médiation entre les deux factions. En 1628, les Mohawks parvinrent à repousser militairement les Mohicans à l'est de l'Hudson, consolidant leur emprise sur la région. Les Néerlandais, bien qu'ayant soutenu discrètement les Mohicans, choisirent alors de reconnaître la suprématie des Mohawks dans la région, notamment en établissant avec eux des relations diplomatiques plus formelles. C'est dans ce contexte qu'un traité de paix durable fut signé en 1643 entre les Néerlandais de Fort Orange et les Mohawks à l'initiative du gouverneur Willem Kieft, qui lui-même était en guerre contre les Lenape plus au sud, mais cela, nous y reviendrons. Ce traité avait pour objectif de sécuriser la frontière nord de la colonie, afin de permettre aux colons et aux commerçants de se concentrer sur les zones plus instables autour de la baie de New Amsterdam.
Il marqua le début d'une période de coopération commerciale et militaire entre la Nouvelle-Néerlande et la Confédération iroquoise. Les Mohawks servirent ainsi de partenaires militaires indirects des Néerlandais contre d'autres groupes autochtones ou dans le cadre de la rivalité, surtout avec les Français du Canada. Ce rapport de force, fondé sur une forme de respect mutuel intéressé, permit aux Mohawks de renforcer aussi leur propre position au sein de la Confédération iroquoise et d'élargir le contrôle sur les réseaux de commerce vers le nord et l'ouest. Pour les Néerlandais, cette entente stratégique constituait une assurance commerciale et une protection militaire dans une région coloniale encore fragile où la démographie européenne était largement minoritaire face aux peuples de locaux. Du coup, même si les conflits armés entre la colonie et les Mohawks furent limités en durée et en intensité, cette relation fut néanmoins marquée par une logique d'équilibre assez instable, oscillant entre des affrontements mutuels et une coopération stratégique. Elle témoigne d'une réalité coloniale nord-américaine souvent oubliée, où les puissances européennes, loin de dominer d'emblée ces territoires, doivent composer avec les acteurs locaux puissants, organisés et pleinement conscients de leur pouvoir d'influence dans le nouveau système qui est en train petit à petit de se mettre en place. Donc ça... Je rajouterais, vas-y. si ça te va, Marc, parce qu'en fait, je pense qu'on oublie tout le temps quand on parle de l'Amérique, de la découverte de l'Amérique. Je pense qu'en fait, c'est un mot qu'on devrait s'enlever, nous, les Européens. Certes, c'est nous qui avons découvert l'Amérique, mais quand on a découvert l'Amérique et qu'on n'arrête pas d'en parler comme si c'était un peu une page vierge, tu sais, sur laquelle il y avait rien ni personne, quand les colons sont arrivés, que ce soit les Espagnols, les Portugais, les Français, les Néerlandais, il y avait plein de gens, en fait, sur ce territoire. Il y avait plein de gens, il y avait des milliers 60 millions d'habitants, je crois. Je crois qu'on est sur un, enfin, ils sont très très nombreux, quoi. C'est pas juste des petites populations éparses. Enfin, c'est pas la préhistoire, t'as une vraie géopolitique voilà, c'est pas qui est la en place, préhistoire européenne, il y a 40 000 ans, où on estime à entre 300 millions à 1 million de personnes sur toute l'Europe, quoi. T'es sur un territoire qui est connu, les gens, ils savent pourquoi ils y vont, ils savent pourquoi ils y restent, ils savent pourquoi ils sont là. Il y a des villes, enfin, on pense à Teotihuacan, qui est quand même super connu en Amérique du Sud. Enfin, voilà, il faut arrêter de penser que les colons, ils sont arrivés, ils étaient blancs, ils avaient des bateaux, ils avaient des canons, ils avaient des pistolets, et bim bam boum, ils ont tué tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça a été beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, et c'est aussi parce que malheureusement il se passe un truc dans l'histoire qui est terrible. Alors déjà, l'histoire est écrite souvent par le vainqueur. Et un truc, c'est que vu que les Amérindiens, c'est une population qui est essentiellement orale et qui n'a pas non plus écrit des masses, en tout cas chez toutes les populations amérindiennes, et ben on a que la vision à chaque fois au niveau des archives que des Européens. Donc ça veut dire qu'on a un matos de données qui est déjà il est partiellement limité. Donc ça, c'est super important. D'autant plus que, si je me permets aussi également, l'archéologie en Amérique du Nord est très très peu pratiquée. C'est quelque chose qui est mis très sur le banc un petit peu des sociétés scientifiques. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais c'est souvent ce qui est laissé aux femmes archéologues, puisque les autres archéologues, eux, vont plutôt en Amérique du Sud ou en Égypte ou un truc comme ça. Donc, en tout cas, l'archéologie de leur propre pays et de leur propre continent est très très peu pratiquée par les États-Unis aujourd'hui. Et en même temps, c'est bien sûr. Ils ont commandé, donc moins on en sait, mieux c'est. Hein. Effectivement, tout à fait. À ce niveau-là aussi, encore une fois, je vous renvoie à la chronique de Nicolas sur l'archéologie en Amérique du Nord, notamment à travers les restes archéologiques de la bataille d'Adobe Walls, qui est plutôt au 19e siècle, mais qui est assez intéressante sur comment tu changes une version des faits historiques grâce à l'archéologie. Super intéressant. Très très intéressante chronique. Alors que là, pour le moment, nos Néerlandais, ils doivent affronter le boss numéro 2, puisque on va parler de la guerre de Kieft, ou Kieft, je sais pas comment prononcer son nom. C'est le fameux gouverneur de la nouvelle Néerlande, celui qui a suivi Peter Minuit. Alors après, il y a peut-être un ou deux entre les deux, ça j'avoue, je ne sais plus. Donc la guerre de Kieft, qui est également la première guerre indienne de Nouvelle-Néerlande, fut l'un des conflits les plus meurtriers et les plus controversés de l'histoire coloniale néerlandaise en Amérique du Nord. Elle éclata entre 1643 et 1645 sous la gouvernance de William Kieft, directeur général de la colonie de Nouvelle-Néerlande depuis 1638. Le conflit oppose les colons néerlandais à plusieurs groupes algonquiens vivant autour de la baie de New York, notamment les Lenape, les Wakaesgeek, les Tapan, les Canarsie, les Hackensack. Et je suis vraiment désolé pour ces mauvaises prononciations, ainsi que d'autres communautés localisées sur les rives de l'Hudson, dans le New Jersey et sur l'actuel Long Island. Alors, pour le coup, ça fait beaucoup de monde, donc je vais essayer de résumer brièvement. Toutes ces tribus sont de langue Munsee,
que certains ethnologues rangent entre guillemets, et je m'excuse pour le terme, dans la fameuse culture Lenape, qui est elle-même de culture algonquienne. Donc si vous voulez en savoir plus, de détails sur les Lenape, j'en ai parlé un peu plus longuement sur ma chronique sur la création de la Nouvelle-Suède, puisque les Lenape sont très très présents au niveau de la Nouvelle-Suède, avec qui ils vont devoir gérer plusieurs choses, notamment avec le fameux Peter Minu, encore une fois, encore lui, toujours là. Donc les origines du conflit remontent à la politique autoritaire de Willem Kieft, qui, contrairement à ses prédécesseurs plus conciliants, va adopter une posture très agressive à l'égard des peuples autochtones. Dès 1640, il tente d'imposer un système de tribus aux villages, exigeant qu'ils payent une forme de taxe annuelle à la colonie pour financer leur protection. C'est un mafieux, quoi, en gros. Ce système, inspiré des pratiques européennes féodales, fut perçu comme une humiliation par les différents chefs natifs qui n'avaient jamais été vaincus ou soumis militairement. L'absence de légitimité politique de Kiev, qui gouvernait sans assemblée coloniale ni consultation, et sa méconnaissance des dynamiques culturelles locales exacerbèrent rapidement les tensions. L'élément déclencheur du conflit fut un massacre perpétré par des troupes néerlandaises en février 1643, connu sous le nom de massacre de Pavonia. Sous les ordres directs du Kiev, les soldats néerlandais attaquèrent un campement de réfugiés Lenape à Pavonia, donc l'actuelle Jersey City, et Colers Hook, où s'étaient regroupées des familles fuyant des conflits avec d'autres tribus du coin. Les Néerlandais tuèrent plus de 100 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, dans des conditions d'une violence extrême décrites comme barbares par certains colons contemporains. L'événement provoqua donc une indignation générale, y compris parmi les habitants européens qui accusaient Kiev d'avoir déclenché une guerre inutile. En réaction, une coalition de groupes autochtones se forma et lança une série de raids coordonnés contre les fermes, les petites colonies dispersées. Entre 1643 et 1645, la guerre s'étendit sur l'ensemble de la région de l'Hudson inférieure, avec des attaques autour de Staten Island, Westchester, Long Island, Pavonia et Rensselaervik. La colonie, très peu peuplée, donc quelques milliers de personnes seulement, fut plongée dans un climat de terreur. Des villages incendiés, des colons massacrés, capturés. La vie économique et commerciale fut profondément perturbée. Et ça, les Néerlandais, ils aiment pas quand on perturbe leur vie économique. Donc, directement, ils furent contraints d'organiser une milice locale et de fortifier la Nouvelle-Amsterdam, ce qui explique pourquoi, effectivement, il y a des fortifications autour des cartes que tu nous as montrées tout à l'heure. L'insécurité était telle que plusieurs colons prirent la fuite vers les colonies anglaises voisines. Face à l'ampleur de la crise, le gouverneur Kieft, isolé politiquement, accepta en 1643 la création d'un conseil des 12 hommes, un groupe de citoyens chargés de le conseiller. À la base, il crée ce conseil pour calmer les gens, tout en bien évidemment tentant de choisir des gens qui seraient conformes à son idée. Sauf que ce conseil, loin de lui donner carte blanche, va critiquer ouvertement sa politique et sera rapidement dissous par le gouverneur qui refusait toute remise en question de son autorité. Donc le mec est vraiment un apprenti dictateur en fait. La situation militaire s'aggrave jusqu'en 1645, date à laquelle une paix précaire fut conclue avec l'aide de médiateurs à la fois natifs et aussi britanniques. Le conflit avait fait des centaines de morts des deux côtés et avait durablement dégradé les relations entre les colons et les autochtones. La guerre constitue un tournant majeur dans l'histoire de la Nouvelle-Néerlande. Elle révèle non seulement l'incapacité du pouvoir colonial à gérer les relations interculturelles, mais aussi la résilience des sociétés de natives américaines capables de s'unir face à une agression commune. Elle entraînera aussi une perte de confiance des colons envers l'administration de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, ce qui conduira directement à la révocation de William Kieft en 1647, et il sera donc remplacé par un certain Peter Stuyvesant. Exactement, tu le prononces très très bien. Tu t'es entraîné? Peter Stuyvesant. J'ai lu, écouté et regardé beaucoup de documentaires, podcasts. Peter Stuyvesant. Ok. Alors, qu'adviendra-t-il de notre bon vieux gouverneur Kieft, me direz-vous? Eh ben, il sera rattrapé par son destin, puisqu'il meurt le 27 septembre 1647 dans le naufrage de son bateau, la princesse Amelia, près de Swansea, au Pays de Galles, alors même qu'il était en route pour Amsterdam, l'originel cette fois-ci, pour se défendre dans un procès auquel il n'assistera jamais. Une forme de karma, du coup, d'une certaine manière. Ça a été pareil pour Peter Stuyvesant parce que
nous le rappelons, la colonie, la Nouvelle-Amsterdam, n'appartient pas aux Pays-Bas, elle appartient à la colonie des Indes occidentales. Et de ce fait, quand Stuyvesant fait la paix avec les Anglais et donc cède la colonie, et ben il faut qu'il aille voir ses patrons pour qu'il leur fasse comprendre pourquoi il a fait ça, parce qu'en fait il a des boss au-dessus de lui, donc c'est un peu comme si ton manager décide de laisser l'entreprise qu'il dirige à d'autres gars alors même qu'il a des PDG au-dessus de lui. C'est exactement ça. En fait, il a dû traverser l'Atlantique pour aller voir les mecs de la compagnie pour leur dire alors voilà ce qui s'est passé, voilà. Donc apparemment, de ce que j'ai cru en savoir, ils lui ont pas tenu trop rigueur, parce que de toute façon la colonie en vrai, elle a rapporté de l'argent mais pas tant que ça, c'était plutôt plus ou moins en groupe avec toutes les problématiques que t'as citées. Voilà, surtout à la fin. La rupture d'accord avec les... Bah c'est ça, ouais, du coup ça devient tout de suite beaucoup moins fun. Et donc du coup, grosso modo, voilà, il explique. Après, ce qui est génial, c'est que Stuyvesant, en fait, il repart et lui va finir sa vie à la Nouvelle-Amsterdam. Donc lui va vraiment finir sa vie avec sa famille là-bas dans la Nouvelle-Amsterdam. Il va mourir là-bas, et quand tu vois les cartes que je t'ai montrées tout à l'heure avec Cyril, et ben justement t'as tout un... Tu vois sa maison ? T'as plein de maisons, c'est marqué Stuyvesant. Et donc je pense que c'est lui et sa famille, voilà, je pense que c'est lui et sa famille. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait il aurait pu finir sa vie à Amsterdam et aux Pays-Bas, mais en fait il a préféré finir sa vie là-bas. Son vrai chez lui c'était là-bas, quoi. Ouais, ça, c'est qu'en fait chez lui c'était là-bas, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça montre deux manières différentes de gouverner aussi, entre ces deux gouverneurs-là. Bon, en même temps, le massacre des réfugiés, c'est gratuit. Ouais, très clairement, ouais. Mais c'est pas fini, parce que nous avons un autre conflit qui s'appelle la guerre du péché. Alors du péché pas comme le péché originel, mais du péché comme une pêche comme l'arbre. Et ouais. Donc il y avait des pêches. Ah oui. Et oui, donc il y avait des fruits, oui, tout à fait. Notamment des péchés. La guerre du péché, qui va éclater brièvement vers la fin de l'été 1655, représente l'un des derniers grands soulèvements de natifs dirigés contre la colonie néerlandaise, donc de la Nouvelle-Néerlande. Bien que moins longue et moins destructrice que la guerre de Kieft, une décennie plus tôt, cette nouvelle flambée de violence souligne à quel point les relations entre les colons et les peuples natifs étaient restées tendues, malgré une apparente normalisation avec le changement de direction. Ce conflit, centré autour de la baie de New Amsterdam, trouve son origine dans un incident mineur mais symboliquement lourd. Selon des témoignages de l'époque, une femme, le Nap, aurait été tuée par un colon néerlandais après avoir été accusé d'avoir volé, à votre avis quoi ? Une pêche, exactement, dans un verger près de la colonie de New Amsterdam. Cet acte, commis dans un contexte de méfiance persistante et de tension territoriale, va déclencher une réaction violente de la part des nations natives américaines locales, notamment par les Hackensack, les Raritan, les Tapan et d'autres groupes de langue Lenape. Pour comprendre la portée réelle de ce conflit, il faut replacer cet épisode dans le contexte du large démantèlement de la Nouvelle-Suède. Alors oui, on a fait un épisode directement sur la Nouvelle-Suède, mais il va falloir résumer quand même un petit peu tout ça. La Nouvelle-Suède, c'est une colonie rivale qui est située sur le fleuve Delaware que les Néerlandais venaient tout juste de conquérir au cours de l'été 1655. Le gouverneur Peter Stuyvesant, merci, j'arrive pas à prononcer, c'est parce qu'il y a un Y, Stuyvesant, avait alors mobilisé la majeure partie des forces militaires de la colonie néerlandaise pour cette expédition contre les Suédois. Profitant de cette absence temporelle de protection, les troupes natives américaines proches de la colonie de New Amsterdam organisèrent une attaque coordonnée contre plusieurs avant-postes néerlandais mal défendus. Les attaques eurent lieu sur un arc territorial large, Staten Island, Pavonia, donc New Jersey City si vous préférez, Hoboken, le Bronx et Long Island. Les colons, surpris et peu armés, furent la cible de raids éclairs, maisons incendiées, récoltes détruites, colons tués, prisonniers. On estime qu'environ une centaine de personnes furent tuées ou capturées au cours des premiers jours. L'attaque fut d'une efficacité militaire remarquable, démontrant à nouveau la capacité des Lenape à se mobiliser rapidement, malgré les pertes subies durant les conflits antérieurs. À son retour de la campagne du Delaware, Stuyvesant se trouva confronté à une colonie traumatisée, paniquée et affaiblie. Il réagit en ordonnant une mobilisation générale, mais choisit de privilégier la négociation plutôt qu'une escalade militaire. Des pourparlers furent rapidement engagés avec les chefs des nations impliquées grâce à l'intermédiaire de négociateurs de ces fameuses nations et aussi de négociateurs néerlandais, notamment surtout des marchands, car ils étaient familiers avec les langues locales et aussi surtout parce que, encore une fois, s'il y a conflit,
Il n'y a plus de thunes. Donc, logique. La paix fut rétablie dès la fin de l'année 1655 en échange de la libération des captifs et de promesses de non-agression. Si la guerre du péché ne provoqua pas de pertes territoriales majeures pour les Néerlandais, elle marqua toutefois un point d'alerte stratégique. Elle révéla à quel point la colonie, encore largement sous-peuplée et vulnérable, pouvait être gravement menacée par des communautés autochtones organisées, même après des décennies de présence coloniale. D'un point de vue politique, cette guerre mit aussi en lumière les limites du contrôle néerlandais sur l'arrière-pays de la Nouvelle-Amsterdam. Les autorités coloniales néerlandaises, concentrées sur les enjeux commerciaux du port et du fleuve Hudson, avaient négligé d'établir des relations durables et équitables avec les peuples natifs des zones périphériques. Ce déséquilibre diplomatique favorisa la montée des tensions que des incidents ponctuels suffisaient à transformer en conflit ouvert. Enfin, sur le plan symbolique, le fait que cette guerre ait été déclenchée par un événement aussi anodin qu'un vol de fruits souligne la profonde incompréhension culturelle entre les colons et les autochtones. Là où les Néerlandais voyaient un acte de propriété privée violée, les Lenape voyaient un bien partagé. C'est un arbre, il y a des fruits, je prends le fruit qui est dans l'arbre, puisque de toute façon la terre elle appartient à tout le monde littéralement. Puis de toute façon, à quel moment tu vas avoir des relations diplomatiques, j'imagine, stables, du moment que les deux populations et donc deux sociétés n'ont absolument pas la même conception de ce que c'est que la propriété. Bien évidemment, en fait. Ouais, tout à fait. Donc à partir de là, ils pouvaient absolument pas s'entendre. Moi j'imagine bien être un Indien Lenape et revenir au bout de 30 ans et dire mais attends, ils sont toujours là eux. Mais t'imagines le truc, en plus ils ont posé des trucs. Il y a un moulin là. Il y a un moulin, puis putain, il y a des bateaux, puis attends mais ils ont fait des fortifications. Attends mais il y a des maisons. T'imagines quand même le truc quoi. C'est clair que c'est une vision du monde qui est complètement incompatible avec la logique coloniale de clôture et d'appropriation foncière en fait. C'est une logique capitaliste qui rencontre une logique qui n'existe plus en Europe depuis des milliers et des dizaines de milliers d'années même en fait. Mais les tribus locales, elles étaient plutôt nomades ou plutôt on est sur un semi-nomadisme classique avec un peu d'agriculture. D'accord. Donc il y a quand même une notion de territoire, pas en propriété, mais de territoire. C'est-à-dire que t'as ton village, mais le territoire tu l'utilises, mais si ton voisin de la tribu d'à côté prend un bout de ton territoire pour tuer un animal, c'est pas grave quoi. Et mais puis, l'installation, admettons, d'une colonie, c'est un gros bout de territoire. Du coup, ouais, c'est surtout un territoire auquel t'as plus accès en fait. Ouais, puis Je pense que c'est la vraie différence, elle est là dans le côté où mettons t'as un territoire avec une forêt, tu vas dans la forêt, tu tues un cerf, et l'autre il va dans la forêt et tue un cerf, c'est pas gêné. Tandis que s'il y a un mec, il arrive, il bute la forêt, il bute les cerfs et il met une maison, et ensuite tu y vas et il sort son gun et il fait casse-toi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Après ça c'est le semi-nomadisme de certaines cultures natives américaines du Nord, mais je pense que tu vas faire un tour chez les Mexicains en Amérique du Sud, je pense que tu débarques dans leur ville, ils te flinguent quoi. Donc c'est pas non plus propre à oui, toutes les c'est deux cultures d'Amérique quoi. C'est bien un prétexte après pour déclencher quelque chose probablement, ouais, bien sûr. Parce que le souci c'est comme t'as pas tant de texte que ça, tu peux pas savoir si c'est pas devenu une légende aussi elle a pris une pêche, elle s'est fait flinguer. Parce que ça se trouve du côté des Lenape à l'époque, c'est pas du tout qu'elle a pris une pêche, hein. Ça se trouve elle était partie voir autre chose ou ou ça se trouve c'était un accident, ça se trouve le mec voulait juste vu une meuf, il a cherché à lui faire du mal simplement parce que voilà, enfin il y a plein de possibilités. L'histoire a retenu qu'elle a tenté de prendre une pêche et que le mec l'a dessoudé quoi. Mais dans tous les cas, ça s'est plutôt bien terminé pour le coup là, en vrai. Parce que par rapport à l'autre coup, celle d'avant, là, finalement, ça va relativement bien. En même temps, du moment que t'essayes de gérer avec diplomatie, que t'essayes de trouver, de concilier, qu'est-ce qui pourrait aller pour mieux pour les deux parties, j'imagine que forcément ça va un peu mieux plutôt que de serrer la bride et de dire non, quoi. Ça dépend de l'objectif aussi. C'est vrai que dans un objectif commercial, c'est bon. C'est un objectif de colonie habitée, là par contre. Faut que tu fasses le ménage. Et ça, on y reviendra dans pas très longtemps. Parce qu'il nous reste encore un autre événement à voir. Puisque comme on l'a vu, les Néerlandais gèrent assez mal, finalement, périphérie de leurs différentes colonies. Ce qui va, du coup, créer des tensions avec un autre groupe qu'on appelle les Eusopus. Je sais pas, en plus, si je le prononce bien. C'est une tribu de Lenape, encore une fois, qui était originaire, cette fois-ci, des montagnes de Catskill. Donc, qui est maintenant, plus ou moins, la vallée de l'Hudson, si vous préférez. Leurs terres comprenaient par exemple les comtés d'Ulster et de Sullivan d'aujourd'hui. La tribu vivait généralement de petites communautés composées de 10 à 100 personnes. Ils voyagent de façon saisonnière et sont installés principalement dans des rayons de sources d'eau, développement des pratiques diverses agricoles,
Par exemple, ils vont cultiver du maïs, des haricots, des courges, des noix, des baies. Ils vont chasser les élans, les cerfs, les lapins, les dindes, les ratons laveurs, les ours. Ils vont pratiquer aussi la pêche. On sait même que ils mangent 2 fois par jour en fonction de ce qui est disponible et en fonction de la saison. Et comme la plupart des lenapes, comme je vous l'ai dit, ils sont semi-nomades. Ils alternent entre chasse, pêche, cueillette et agriculture saisonnière. Voilà, donc c'est vraiment tout un concept. Encore une fois, je vous renvoie aussi à la chronique sur les lenapes, enfin sur la Nouvelle-Suède, on parle plus longuement des lenapes. Donc les guerres des opus constituent les derniers grands conflits entre les colons néerlandais et les peuples autochtones avant la conquête anglaise de 1664. Ces affrontements, qui eurent lieu en 2 phases distinctes, d'une part de 1659 à 1660, et l'année aussi 1663, se déroulèrent dans la région de Wiltwyck, une colonie agricole fondée par les Néerlandais en 1652 dans la vallée de l'Hudson, à l'emplacement de l'actuelle ville de Kingston dans l'État de New York. Contrairement au conflit précédent qui touchait principalement la zone côtière, cette guerre incarne la résistance farouche à la colonisation intérieure. La première guerre des opus débuta en septembre 1659 dans un climat de tension croissante. Les colons de Wiltwyck, en pleine expansion, accusaient les opus de vol, dégradation, agression, tandis que ces derniers dénonçaient l'empiètement progressif sur leurs terres agricoles, lieux de chasse et leurs zones sacrées. Donc là, vous voyez, on commence un petit peu à avoir le concept qui sera bien développé par la suite au XVIIIe et XIXe siècle. Le déclenchement effectif de la guerre fut provoqué par un incident relativement mineur. Des jeunes guerriers auraient mis le feu à une grange néerlandaise lors d'un rituel nocturne, provoquant une réaction militaire disproportionnée de la part des colons. Une série de raids et contre-raids s'ensuivit. Les natifs adoptèrent une tactique de guérilla, frappant rapidement les fermes isolées avant de se replier dans les bois. Malgré leur infériorité technologique, ils infligèrent des pertes notables à la petite garnison de Wiltwyck. En réponse, le gouverneur Peter Stuyvesant organisa une expédition punitive depuis Fort Amsterdam, mobilisant une force combinée de colons néerlandais et d'alliés natifs, en particulier les fameux Mohawks, comme quoi faire des alliances ça sert toujours, avec lesquels la colonie entretenait désormais des relations diplomatiques extrêmement stables. Les troupes menèrent plusieurs campagnes dans les vallées environnantes, détruisant les villages des opus, brûlant les réserves alimentaires et capturant plusieurs chefs de clan. Après près d'1 an de combat, les hostilités prirent fin en juillet 1660 avec la signature d'un traité de paix à Fort Amsterdam. En échange de la restitution de prisonniers, les Esopus acceptèrent de céder des terres supplémentaires et de permettre la reprise des échanges commerciaux avec les colons, tout en conservant une certaine autonomie territoriale. Mais cette paix fut de courte durée car dès juin 1663, un nouveau cycle de violence éclate, déclenchant la Deuxième Guerre. Cette fois, le conflit débute par une attaque surprise d'une redoutable efficacité tactique. Sous couvert d'une visite diplomatique, un groupe des opus réussit à infiltrer les palissades de Wiltwyck et lança un raid brutal et coordonné, incendiant maisons, tuant colons et capturant près de 45 personnes, principalement des femmes et des enfants. Simultanément, une attaque fut menée sur la colonie voisine de New Dorp, donc l'actuel Hurley, New York. Cet assaut déclencha une réaction militaire immédiate. Les forces coloniales néerlandaises, une fois encore appuyées par les Mohawks, entamèrent une campagne longue et difficile pour libérer les prisonniers et soumettre les différents villages ésopus. La guerre s'étendit sur plusieurs mois avec une succession d'embuscades, de sièges, de représailles des deux côtés. Les troupes néerlandaises, mieux armées, finirent par capturer plusieurs campements de natifs dans les montagnes de Catskills où se cachaient les prisonniers. En septembre 1663, après donc une série de défaites, les chefs demandèrent la paix. Les colons imposèrent un traité extrêmement désavantageux, exigeant non seulement la libération de tous les captifs, mais aussi la cession de vastes territoires agricoles au profit de Wiltwyck. Ce conflit, bien que relativement localisé géographiquement, marqua un point de bascule dans la dynamique coloniale. Les Néerlandais consolidèrent leur emprise sur l'intérieur de la vallée de l'Hudson, tandis que les Esopus, affaiblis démographiquement et militairement, perdirent toute capacité de résistance. Ce que ces guerres révèlent, plus que tout autre conflit en Nouvelle-Néerlande, c'est le processus brutal de dépossession territoriale à l'œuvre dans les zones agricoles de la colonie. Elle montre aussi la manière dont les Néerlandais, désormais plus expérimentés et stratégiquement organisés, utilisèrent à leurs avantages les alliances intertribales, jouant sur les rivalités entre nations autochtones, notamment entre les Iroquois et les Lenapes.
Enfin, ces conflits illustrent la montée en puissance des communautés coloniales périphériques, comme Wiltwyck, capable de mener des actions militaires sans dépendre exclusivement du centre urbain de la Nouvelle-Amsterdam. À peine un an plus tard, en 1664, la colonie tout entière passera sous domination anglaise, mais les effets de ces guerres resteront marqués dans l'organisation foncière, la cartographie du territoire et la mémoire collective de la vallée de l'Hudson. Donc, au-delà des grands conflits ouverts ayant marqué l'histoire de la Nouvelle-Néerlande, comme les guerres de Kiev, du Péché ou des Opus, la colonie fut traversée tout au long de son existence par un état de tension permanente, en particulier dans les zones frontalières, où les contacts entre colons et autochtones étaient à la fois quotidiens, complexes et potentiellement explosifs. Loin du centre urbain de la Nouvelle-Amsterdam, où les échanges commerciaux avec les Mohawks et les Lenape étaient relativement institutionnalisés, les marges de la colonie formaient une zone grise, ni totalement pacifiée, ni complètement sous contrôle colonial. Dans ces régions, les conflits ouverts étaient rares, mais les accrochages, provocations, vols, meurtres isolés, représailles étaient fréquents, souvent non documentés officiellement, mais bien réels pour les colons et les communautés de natives locales. Parmi les peuples qui entretenaient avec la Nouvelle-Néerlande une relation ambivalente, nous avons les Susquehannock, une puissante confédération iroquoienne qui vivait dans la région du fleuve Susquehanna, au sud de la Pennsylvanie actuelle. Je me permets d'ailleurs un petit aparté, parce que là je vous ai dit confédération puissante iroquoienne, les Iroquoiens c'est une langue, les Iroquois c'est un peuple. Donc tous les Iroquois sont de langue iroquoienne, mais tous les Iroquoiens ne sont pas forcément de culture iroquoise. C'est un peu comme tu prends un espagnol, il parle une langue latine, mais tous les latins ne sont pas espagnols. Voilà, parce que nous on est latins, on n'est pas espagnols. C'est vrai que généralement on donne le nom des habitants par rapport à la langue qu'ils parlent. C'est pour ça que notamment à l'époque médiévale, il n'y avait pas vraiment de frontières. Ouais. Les Français s'arrêtent à peu près par là, parce qu'après ils parlent autre chose. Ouais. C'est vrai que et là du coup quand tu regardes d'ailleurs des cartes de représentation de culture amérindienne, souvent c'est plutôt les langues, on va souvent les regrouper par langue plutôt que par tribu, etc. Et donc du coup c'est plus simple ainsi, je pense. Ouais, c'est ça. Pour les historiens d'aujourd'hui, c'est plus simple, je pense. Mais du coup, les Susquehannock, c'est une confédération de langues iroquoiennes, mais qui n'a rien à voir avec la confédération iroquoise des 6 nations dont je vous ai parlé au début, dont font partie les fameux Mohawks. D'ailleurs, ils sont ennemis, les deux. Ça, on en parlera d'ici quelques petits instants. Donc bref, alliés ponctuels des Suédois, rivaux des Iroquois et en conflit avec certaines tribus algonquiennes, les Susquehannock ont été parfois accusés par les Néerlandais d'être responsables de raids contre des fermes isolées dans la région du Delaware, notamment durant les années 1640-1650. Leur relation avec la Nouvelle-Néerlande resta cependant belliqueuse officiellement, car les Néerlandais cherchaient à maintenir l'équilibre dans cette zone stratégique déjà convoitée à la fois par les Anglais et par les Suédois. Les archives évoquent néanmoins des prises d'otages, des vols de bétail, des marchands néerlandais tués dans des circonstances floues, ce qui reflète une instabilité chronique des relations sans jamais aboutir à un conflit non plus déclaré officiellement. La confédération iroquoise, quant à elle, joue un rôle plus ambivalent encore si les Mohawks devinrent à partir de 1640 des alliés militaires et commerciaux fiables de la Nouvelle-Néerlande. Les autres nations iroquoises, donc les Oneidas, les Onondagas, les Cayugas, les Sénéca, restaient peu distantes, voire méfiantes. Les Néerlandais craignaient en permanence une rupture de l'équilibre diplomatique entre les Iroquois et les Français, qui aurait pu entraîner la colonie dans une guerre par ricochet. Des agents de la Compagnie des Indes occidentales furent alors chargés d'entretenir des relations diplomatiques prudentes, ponctuées de cadeaux, de traités oraux et de missions de reconnaissance, afin de prévenir de toute hostilité. La menace iroquoise était d'autant plus sérieuse qu'à la différence des Lenape, les Iroquois disposaient d'une véritable puissance militaire régionale, avec des réseaux d'alliances et de communication très étendus, allant du Saint-Laurent aux Appalaches. Donc tout à l'heure quand je vous disais que c'était les tauliers, c'est les tauliers. C'était ennemi avec les Iroquois, t'es dans la merde. C'est pas justement le territoire qui est contrôlé par les Français. C'est vrai que sur les cartes, généralement, on met la si, tout à fait. Et le problème, c'est que les Français, les Iroquois vont plutôt s'allier aux Anglais. Et les Français, eux, vont s'allier aux Abénaquis et aux Algonquins. Et aux Hurons. Et ouais. Je suis resté sur le film de Dis les Wendat, Marc. De quoi? Les Wendat, pardon. Donc du coup, ouais, c'est le bordel. Mais les Iroquois, ouais, sont une très grosse puissance militaire locale. Enfin, je te dis ça, après, comme t'as plusieurs tribus iroquoises, doit avoir des Iroquois qui sont alliés aux Français, et puis c'est switch de camp, ça se passe sur 2 siècles. Donc, les fameuses guerres du castor, on va dire.
Enfin, sur le plan intérieur, même en temps de paix, les relations entre colons et peuples autochtones étaient marquées par une méfiance mutuelle quasi permanente. Des litiges liés aux frontières, à la propriété des terres, à la chasse ou à la circulation de l'alcool pouvaient dégénérer en violences localisées. Les colons accusaient régulièrement les Indiens de voler, d'attaquer les bétails, voire de profaner des lieux chrétiens, tandis que les natifs, de leur côté, dénonçaient la progression inexorable des clôtures, la réduction des terres de chasse, les comportements violents ou irrespectueux. Même dans les périodes de paix, la colonie de la Nouvelle-Néerlande vivait donc dans un état de tension contenue où la guerre semblait toujours à un incident près de ressurgir. Ce climat d'instabilité chronique n'était pas propre à la colonie néerlandaise, il était le lot commun de la plupart des colonies européennes du XVIIe siècle en Amérique du Nord. Normal, quand on n'a pas les mêmes normes de société, ça peut cacouiller. Et ouais, exactement. Ce sont des frictions quotidiennes, souvent invisibles dans les grandes chronologies, qui expliquent à la fois l'intensité des conflits quand ils éclatent et la fragilité structurelle de la colonie, qui tombera sans combat en 1664, non pas sous la pression des natifs, mais face à une autre puissance européenne, mieux préparée, la perfide Albion. Et donc, la conclusion, enfin nous y sommes. La fin de la Nouvelle-Néerlande intervint en 1664 dans un contexte géopolitique marqué par la rivalité croissante entre les puissances coloniales européennes, notamment entre les Provinces-Unies et l'Angleterre, profitant de la relative faiblesse militaire et démographique de la colonie, ainsi que de son isolement stratégique. Une flotte anglaise sous les ordres du duc d'York fut envoyée pour s'emparer sans heurts de la colonie. Faute de soutien suffisant et confronté à une population coloniale divisée, le gouverneur, comme tu l'as dit Mélissa tout à l'heure, choisit de capituler sans combat, mettant fin à près de 40 ans de domination néerlandaise dans la région. Cette prise de contrôle se traduisit par un changement radical dans la gouvernance, la culture et les alliances diplomatiques. La Nouvelle-Néerlande fut rebaptisée New York en hommage au duc d'York et intégrée à l'empire colonial anglais. Si la colonie perdit son indépendance politique, beaucoup des structures économiques et sociales mises en place par les Néerlandais furent conservées, notamment la diversité ethnique et religieuse de la population. La fin de la Nouvelle-Néerlande ne mit pas fin aux tensions avec les peuples autochtones, mais inaugura une nouvelle ère, où les Anglais allaient poursuivre l'expansion territoriale avec leurs propres méthodes, souvent encore plus agressives. Ce basculement illustre ainsi les dynamiques de pouvoir et de colonisation à l'œuvre en Amérique du Nord du XVIIe siècle, où rivalité européenne et résistance autochtone se mêlaient étroitement. La conquête de la Nouvelle-Néerlande par l'Angleterre en 1664 marqua alors une rupture majeure dans l'histoire coloniale de la région. Contrairement à la relative ambivalence et aux alliances fluctuantes entretenues par les Néerlandais, la domination anglaise s'accompagne donc d'une expansion territoriale extrêmement agressive, avec un contrôle plus strict sur les territoires, multipliant les établissements agricoles, les fortifications, les infrastructures coloniales, sans véritable négociation ni respect des droits des nations indigènes. Cette dynamique va entraîner une accélération des déplacements forcés, de la disparition progressive des territoires et de la détérioration des relations diplomatiques. Si certaines nations continuent à entretenir des liens commerciaux avec les colons anglais, la confiance fut durablement ébranlée et les conflits, jusqu'à là parfois contenus ou ponctuels comme nous l'avons vu, devinrent plus fréquents et plus violents. L'essor démographique des colonies anglaises, soutenu par une immigration massive, aggrava encore la concurrence sur les ressources naturelles, tandis que la politique anglaise tendait à privilégier l'assimilation ou l'expulsion plutôt que la coexistence. Enfin, ce changement de domination eut pour effet de modifier les alliances intertribales et la configuration politique autochtone dans la région. Les nations iroquoises, notamment, virent leur rôle diplomatique et militaire redéfini dans un contexte où les Anglais cherchaient à s'appuyer sur certains groupes pour affaiblir d'autres, exacerbant parfois des rivalités ancestrales. Cette nouvelle ère posa les bases des guerres indiennes ultérieures dont la violence et l'ampleur dépassèrent largement celles des conflits sous la domination néerlandaise. En somme, la prise de contrôle anglaise signala non seulement la fin de la Nouvelle-Néerlande, mais ouvrit une période où les peuples autochtones durent affronter une colonisation plus intense, plus organisée, plus destructrice, bouleversant durablement leur mode de vie, leur territoire, leur structure politique, jusqu'à la quasi-extinction de leur culture. Et ouais, mais c'est là aussi où on voit la différence de logique entre les Anglais et les Néerlandais. Ils étaient pas là pour la même chose. Eh oui. Même avec les Français, il me semble. Et même les Français, ouais, c'est vraiment que les Anglais et les Espagnols qui sont dans une politique vraiment de colonisation. Ils veulent vraiment des nouveaux territoires pour eux. Voilà, c'est alors que les Français, les Suédois et les Néerlandais veulent juste faire de l'argent. En fait. Oui, c'est des comptoirs, clairement. C'est des mais comptoirs. En plus, il faut savoir qu'un truc, c'est que quand Stuyvesant il se rend aux Anglais, ils ont retrouvé, je crois, dans les archives le rapport, enfin l'espèce de, je sais pas, le concile de paix, je sais pas comment on appelle ça. Bref, et grosso modo, les habitants de l'époque, vraiment, ils ont eu à rien céder. C'est-à-dire que eux, il y a rien qui a changé leur quotidien. Ils ont gardé leurs terres, ils ont gardé les maisons qu'ils avaient construites, les terres qu'ils avaient achetées. Vraiment, eux, simplement de passer sous domination néerlandaise
néerlandaise à anglaise, techniquement sur le plan foncier et sur le plan de thunes, et eux ils ont pas vu la diff. Surtout de ce qu'on en sait, apparemment ça se passait pas super bien dans le sens où en effet Steve Ozon c'est pas complètement de sa faute, hein. Il y a plein de choses autour à prendre en considération. On a dit la colonie elle marchait pas des masses, probablement à cause de tous les petits conflits qu'il y a à droite et à gauche. Donc en fait les habitants quand les Anglais se sont pointés ils ont fait bon, de toute façon, la colonie elle marche pas super bien, alors on va voir ce qui se passe avec les Anglais, hein, de toute façon, voilà. Et ça s'est super bien passé en fait. Enfin, pour les colons eux-mêmes au sein de la Nouvelle-Amsterdam, ça s'est très bien passé. Parce que les Anglais, ils leur ont pas repris leur territoire. Tu sais, les Anglais, ils ont dit allez, tout le monde sur un bateau là, retournez chez vous, cassez pas les couilles. Et puis non, tout le monde a gardé ses terres. Ouais. En même temps, c'était gagnant-gagnant. C'était complètement gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas fait chier les Anglais, c'est qu'ils se sont dit tranquille, voilà, y a pas de problème. Donc vraiment à savoir que les colons à l'époque ils ont pas été spoliés du tout. Et je sais, c'est clairement pas. Je sais pas s'il y avait question d'argent. Je pense que c'est simplement une question. Je sais que ce qui a été mis en jeu, il y avait une île, il y a une île encore qui possède encore les Néerlandais, le Suriname, comme ça. Et du coup, ils ont échangé grosso modo l'île de Suriname contre ce qui est New York aujourd'hui. Oui. Okay. Et je pense aussi qu'il y a une vraie différence aussi à faire entre la New Netherlands et New Amsterdam. C'est parce que New Netherlands, c'est vraiment, tu sais, un territoire très grand dans lequel tu as la colonie de la Nouvelle Amsterdam, dans lequel tu vas retrouver Fort Orange aussi. C'est vraiment plein de petites colonies qui font la nouvelle Netherlands en fait. Et dans ta Nouvelle Netherlands, t'as la Nouvelle Orange, t'as la Nouvelle Amsterdam. Donc pour le coup, je sais pas. Parce que moi je l'ai pas lu. Et je sais pas si c'est ça, mais quand t'as dit que du coup la Nouvelle-Néerlande elle prend fin avec le traité de 1664 quand les Anglais du coup prennent la Nouvelle-Amsterdam, je sais pas si du coup toutes les autres colonies elles tombent. Je pense que tout tombe d'un coup, ouais, c'est vraiment. Moi je suis pas allée c'est à partir du moment où tu coupes la tête de. Parce que les autres colonies sont pas si grandes que ça. Enfin, c'est des gros villages, des gros bourgs. Mais oui, de toute façon ton centre économique disparaît, tu te fais assimiler aussi derrière. Ça me paraît clair. De toute façon, les colons néerlandais, tu l'as dit tout à l'heure, sont pas si majoritaires que ça, c'est des colons tout court, donc en fait qu'ils soient sous domination néerlandaise ou anglaise, ils s'en foutent. Des marchands. Ouais. C'est des marchands, mais tu commences à avoir des paysans sur la fin quand même, hein, d'où l'expansion des terres, etc. Après c'est l'intérêt individuel aussi qui va priser, parce que l'intérêt individuel c'est ok, bon bah merde, c'est vrai que si les Anglais ils bombardent la Nouvelle-Amsterdam, notre maison il va se passer quoi. Bah c'est ça. Tout l'argent, tout le dur labeur qu'il y a mis ces 40 dernières années va partir en fumée, donc il vaut mieux qu'en effet que les Anglais ils prennent possession de ta colonie tranquille pépouze, et puis à voir. Après les Anglais voilà, ils ont bien géré pendant 115 ans je crois, puis après il a fait oh petite révolution. Et on vous renvoie à notre épisode sur l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est ça. Ils aiment bien tout ce qui se mange et se boit. Là, il y a une guerre à cause d'une pêche, après c'est une guerre à cause du thé. Vraiment, toujours des conneries, quoi. À quand la guerre contre la chocolatine, quoi. La quoi? Tu connais pas? C'est comme un croissant avec du chocolat. D'accord, un peu de chocolat, quoi. Ah ouais. Ok, bah merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode un peu spécial sur la Nouvelle-Néerlande. En espérant qu'on a été clair, en tout cas que tu as été extrêmement clair. Les blagues de Cyril étaient super, c'est super clair aussi. Tout était très très chouette. Et nous on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode, probablement avec vous deux aussi, puisque peut-être qu'il va y en avoir un autre dans 5 secondes qui va être tourné juste après. On va faire un zoom sur la peinture. Sur ce, des bisous les auditeurs, et puis à très vite. Ciao ciao. Salut. On va faire des interventions rigolotes de temps en temps. Falloir les chercher, t'es le sniper de l'émission. Bon bah. Il y a plein de trucs à dire sur les Néerlandais.